en direct. Bonsoir chers internautes et bonne année. C'est vrai que au vu de la nouvelle an, j'ai pris la peine de vous souhaiter bonne année. On patiente encore quelques minutes avant d'introduire le représentant de la brigade anti-Sardina au Cameroun, chez nommé Chantal Roger-Tulé, que vous réclamez chaque jour. Aujourd'hui, nous avons planté le décor. Nous allons nous excuser si par le passé, on ne prend pas souvent la peine d'annoncer les lives, c'est compte tenu des emplois de temps qui sont essentiellement très chargés, je vous le dis, que ce soit pour M. Chantal Roger ou que ce soit pour le mien. C'est lorsqu'on trouve un petit bout de temps qu'on essaie de planter le décor. Donc à tout moment, vous pouvez vous attendre à des lives, mais on travaille là-dessus pour le plus souvent annoncer 1 ou 2 jours avant pour que ça puisse permettre aux uns et aux autres de les mettre en phase avec nous. Alors, président Chantal Roger, je ne sais pas si c'est par quelle casquette je vais vous êtes président du parti, vous êtes le porte-étendard de la brigade anti-Sardina au Cameroun. Quelle est la casquette sur laquelle vous voulez que je vous présente? Par la casquette combattant, combattant de la liberté. Le Cameroun doit se battre pour sa liberté. Précisément, ceux qui, comme vous et moi, au sacrifice de leur vie. Vous savez, vous et moi, les sacrifices que nous consentons, les pièges, les écueils, les vexations, les désagréments au quotidien, mais il y a un Dieu pour les faibles. Je cite là une combattante de Grande-Bretagne, j'ai cité Adèle, pour dire que oui, elle me sied plus la casquette de combattant. Il y a ajouté, parce que c'est un chapitre de ces combats, la brigade anti-Sardina, qui au-delà de ces combats premiers, traditionnels, de traquer ceux qui s'enrichissent et vont garder de l'argent à l'étranger, qui dans sa branche camerounaise que j'ai l'honneur de diriger, dénonce les vols, les détournements à la base. Parce que pour que l'argent aille en Europe, il faut qu'il soit parti d'ici. Et ceux qui le prennent sont précisément ceux qu'on a installés à la tête de l'État, pour perpétuer que seulement 8 familles depuis l'indépendance du Cameroun gouvernent au Cameroun. Pour perpétuer qu'une seule tribu soit aux affaires de façon permanente. Et pour perpétuer que plusieurs générations aient été enjambées au profit de quelques personnes. Alors, les casquettes, à mon sens, sont toutes meilleures dès qu'elles sont génératrices d'espoir, dès qu'elles projettent l'avenir au pluriel et dès qu'elles se résument à quelque chose qui me semble important, le patriotisme. Je crois avoir répondu à votre question. Je voulais réitérer mes voeux les meilleurs de santé, de longévité à nos frères de la diaspora qui sont ceux qui maintiennent la flamme allumée. Il est vrai que nous avons ici, nous autres, la base du combat, mais sans leur énergie, sans leur apport, sans même leur proximité sentimentale, il devient difficile de travailler ici. Alors, les directs, on les fera évidemment, chaque fois qu'ils ne nous empêcheront pas de les faire, parce que vous allez remarquer qu'on va de plus en plus en jeu de décor, parce que il semble qu'ils ont ciblé là où on fait nos directs et qu'ils ne resteront pas
inactifs. Mais voyez-vous, chaque fois qu'on dénonce quelque chose et qu'ils réagissent, c'est que nous avons mis le doigt à la plaie et que le combat vaut la peine d'être mené. Alors, Chantal Roger, le sujet essentiel ce soir portera sur le remaniement ministériel. Vous avez promis des grandes révélations sur certaines personnalités. Oui, et de faire peut-être avec vous, quand nous préparions l'émission, sans doute un clin d'œil à l'actualité au Gabon. C'est pourquoi j'ai parlé du sujet essentiel. Tout à fait. On va également évoquer le cas du coup d'État du coach Monké au Gabon. Et on va également parler du cas de la CAN. Vous savez que l'Égypte finalement est le pays qui a été choisi par la CAF pour abriter la CAN 2019. Malgré certains commentaires des intellectuels camerounais qui avaient vu derrière cela une complicité du Maroc qui aurait manigancé pour qu'on retire la CAN au Cameroun. Mais il faut également dire que la CAN 2021 pourrait être organisée au Cameroun. J'apporte un démenti formel. La CAN 2021 n'aura pas lieu au Cameroun. Rappelez-vous, Paul, nous parlons là depuis, vous et moi, depuis 2 ans que nous alertons les gens, nous disons la CAN n'aura pas lieu au Cameroun. Elle n'aura pas lieu au Cameroun. Personne ne nous a pris au sérieux. Eh bien, celle de 2021 ira effectivement au gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui a des infrastructures. Parce que ce n'est pas, on ne décide pas que ce sera tel ou tel. Il s'agit d'un agenda. On élit les différentes personnes lors d'un comité de la CAN. Et à ce comité-là, le Cameroun avait été choisi pour 2019, la Côte d'Ivoire pour 2021, je crois la Guinée-Conakry 2023. De désister pour la CAN 2025. Voilà, pour 2023. Et le Maroc qui est déjà prêt également. Peut-être que pour parler du Maroc, j'aimerais là sur ce que vous disiez, le roi je parle là vraiment sous le contrôle des autorités diplomatiques marocaines, que je connais un peu, le roi a décidé de ne pas heurter le Cameroun, eu égard à la place du Cameroun en Afrique centrale. Il faut regarder l'actualité, même culturelle, avec des lunettes politiques, avec des lunettes intellectuelles, pardon pour la fausse modestie. Alfadi vient de faire le festival de la mode dans le territoire du Sahara occidental. Rappelez-vous que ce Sahara occidental est un territoire querellé, que le Sahara occidental veut son indépendance depuis pratiquement 1973 et que là où à côté de Tantan, la ville où s'est passé le festival, c'est à côté de Tantan, que les Sahraouis avaient promis comme étant leur capitale. Et voyez-vous, il est mort, le roi, le père de celui-ci, on va parler comme lui, a perdu un général là-bas qui s'appelait Ahmed Limi, qu'on dit avoir été heurté par un camion qui était chef d'état-major des forces armées du Maroc. Parce que Ahmed Limi n'était plus d'accord que l'État du Maroc dépense autant d'argent pour empêcher que la République arabe sahraouine de devienne indépendante. Donc pour le cas du roi du Maroc, se mettre le Cameroun à dos était s'aliéner les votes de tous les pays d'Afrique centrale que le Maroc croit que le Cameroun tient dans sa coupe. Et donc, si le roi du Maroc avait accepté l'organisation de la CAN, eh bien, il est clair, le Maroc qui vient de réintégrer l'OUA, on appelle ça maintenant l'Union africaine, que les États satellites au Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, la plus centrafricaine, auraient voté pour la République arabe sahraoui désormais et contre le Maroc pour, en représailles, au Maroc d'avoir accepté la République arabe sahraoui démocratique, d'avoir accepté la CAN. Tout le décor pour revenir. Tout à fait. Alors, on va effectivement parler aussi du cas du procès Messana Nyanding, Maurice Kamto, qui a eu lieu du côté de Yaoundé. C'est un procès qui était très attendu. Oui. Également, nous allons parler de revenir, on va évoquer là, parce que vous savez que Samuel Eto'o a récemment au Sénégal réitéré son soutien à Macky Sall et cela a valu une salve d'insultes ou d'attaques des Sénégalais vis-à-vis des Camerounais. Et on va sortir par le sujet, effectivement, le sujet qui a bouclé notre dernier live ici, à savoir le compte GoFundMe qui a été créé. Que les frères de l'étranger ont consenti pour m'aider dans les soins de mon fils. Et vous avez massivement participé. On fera le détail dessus, sur les différents malentendus, sur les inconvenus, pour préciser qu'on n'a toujours pas reçu l'argent et pour donner les différentes pistes. Tout à fait.
Alors, Chantal Roger, premier sujet, coup d'État manqué au Gabon. Est-ce une mise en scène ou effectivement c'est un coup d'État? Mise en scène, la page gouvernement, bien sûr. Il y a deux lectures. Il y a deux lectures. La première est le matériau humain. Les gens qui ont fait le coup d'État sont effectivement des officiers de l'armée du Gabon, dont quelques-uns sont de la garde présidentielle du Gabon, notamment le lieutenant Ondo. Qu'on ait pu mobiliser des hélicoptères, qu'ils aient pu prendre sous leur coupole l'aéroport, on va dire les choses vraies, hein, l'aéroport qu'ils ont tenu pendant près de 5 heures de temps, la radio, les deux radios et la télévision, que des journalistes aient fait des communiqués en leur faveur, veut dire qu'ils étaient des membres à part entière de la société gabonaise. Donc, sont l'expression d'un malaise réel. Il est lequel le malaise? Il est que la famille qui règne au Gabon depuis 51 ans, c'est les Bongo. Que de plus en plus de personnes pensent que les Bongos ne sont pas des Batékés, mais sont des Niénais. Et que les Niénais sont plutôt un peu congolais. Et que le père Bongo mort, c'est le jeune Alain, vous savez qui s'appelle Alain? Oui, le président du Gabon s'appelle Alain. Et que donc Alain Bongo, qui est au pouvoir maintenant, est lui d'origine biafraise. Parce que adopté par la famille Bongo pendant la guerre du Biafra. Il a contesté cela malgré le... Non, monsieur Alain Bongo est effectivement un fils adoptif de la famille Bongo. Vous avez vu, j'ai parlé au président. L'aîné de la famille Bongo, parce que monsieur Alain Bongo a toujours présenté la jeune chanteuse Patience Dabani comme étant sa mère génitrice. Non, Patience Dabani n'a jamais fait d'enfant, il faut le dire à tout le monde. Donc elle ne peut pas être sa mère génitrice. Hein? Et du reste, quand j'ai vu qu'il avait annoncé le jeune Alain Bongo, écoutez bien ce que je dis, quand le jeune Alain Bongo a annoncé qu'il s'appelait désormais Odimba, eh bien le président feu Omar Bongo s'appelait lui-même Albert Bernard Bongo. Et Ondimba n'intervient dans son âge que dans les années 90. Or, il est déjà Alain Bongo à Libreville en ce moment-là. Le fait est que si vous posez la question à Pascaline, elle vous parle de tout ceci, c'est la fille aînée de Bongo qui a fait ses enfants avec M. Jean Ping, qui est notoirement connu au Gabon, même s'il a quelques origines qui ne sont pas spécialement africaines, lui également. Je veux dire qu'il y a eu effectivement donc, ces officiers qui se sont soulevés contre un ordre établi, c'est celui de 50 ans d'une famille à la tête d'un État. Et maintenant, on vient sur les hommes. C'est qui les hommes qui ont fait ce push? C'est des gens qui viennent des familles, comme on dit, des familles établies, des grandes familles, je mets grande avec des grosses guillemets, des familles établies. C'est la même chose au Cameroun. Quand vous allez à l'ENIA, quand vous allez à l'ENAM, vous n'y trouvez que des gens de nom. Rappelez-vous le scandale qu'il y a eu ici il y a un an, avec les résultats de l'ENAM, où on n'a retrouvé que des noms de fils des ministres. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui sont les chasses gardées des personnes d'une certaine hiérarchie. Ça fait qu'il est en train de se constituer au Gabon comme au Cameroun des dynasties. Et ces dynasties doivent accepter de porter une famille aux affaires tant que cette famille préserve leurs intérêts. C'est le cas au Cameroun, c'est la famille Paul Biya. Et il faut la servir au maximum pour préserver vos intérêts. Selon que vous êtes fidèle à la famille Biya, vous pouvez mettre vos enfants à l'ENAM, au CUS, à l'ENIA, sans beaucoup de difficultés. Et donc ça perpétue la dynastie. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est le problème dans le Cameroun anglophone pour partie, où ceux qui gouvernent depuis sont les Mouna, les Foncha, les Ndélé, et ceux qui comme BBC, Foncha, Mancho et tous les autres sont les non-nèmes, mais ont eu des diplômes et sont partie intégrante, et bien revendiquent leur place dans la société camerounaise. C'est eux que vous avez vu se battre. À Bamenda, j'ai fait le tour avec vous, vous êtes allé avec moi sur place 3 fois, et nous avons causé avec les jeunes de là-bas. Ce qui n'enlève pas le problème du pétrole, dont nous avons parlé ici, le pétrole d'Issanguélé, qui attise les convoitises et du pouvoir de Yaoundé, et semble-t-il, du gouvernement canadien. Donc maintenant, pour le Gabon, je parlais des hommes. Les hommes qui ont fait le push, c'est donc
les soldats, les officiers, des grandes familles, mal préparés ou pas préparés du tout à la chose. D'où l'amateurisme. Relisez leur discours. Le discours dit exactement ceci. Les jeunes officiers du Gabon, dont moi-même Ondo Kelly, s'appelle Kelly, ça veut dire qu'il faut situer sa naissance dans les années 90-2000. Les prénoms Kelly, rappelez-vous, arrivent en Afrique centrale à peu près dans ces moments-là. Donc, il est dans la bonne quarantaine maximum, ou dans la trentaine. Vous avez regardé en France tous les problèmes que ça a généré d'avoir un très très jeune chef d'État. Bien, c'est les mêmes. Parce qu'il faut, je crois, un certain âge quand même pour adosser la responsabilité de l'État, d'un État, de quelques régions futiles. Donc, c'est donc les enfants des riches qui ont pris le pouvoir, qui ont essayé de prendre le pouvoir au Gabon. Qui sont donc très mauvais soldats. On les a mis là-dedans parce que leurs parents soutiennent la famille Bongo, qui redistribue dans les prébendes, n'étaient pas préparés, ne savent pas comme coup d'État. Ça se prépare en logistique, en politique, dans la population et dans la société. Le problème qu'ils ont dénoncé, celui de Ali Bongo qui était un peu malade, est annulé directement quand ils disent dans leur discours que on a vilipendé l'image du président Bongo Ali en le présentant et pour que le monde entier voit qu'il ne peut plus parler et que son regard est hagard et que donc on n'a pas aimé le président Bongo. Du coup, c'est un coup d'État qui, s'il avait été fait par des proches de Bongo. Et le message auprès du gros des Gabonais qui ne veulent plus de cette dynastie de 50 ans, eh bien le message ne serait pas passé. En dehors du fait que c'est les enfants des riches, je viens de dire que c'était mal préparé la société. Militairement, on s'engage dans une telle affaire quand on a conquis au moins les 3 corps d'armée au Gabon. L'armée de l'air, l'armée de terre et la garde présidentielle. Eh bien, ces jeunes gens n'avaient qu'une partie de l'armée de terre. Je crois 4 hélicoptères, 2 hélicoptères et quelques soldats enthousiastes qui, je crois, avaient été en Centrafrique, tiens, on parlera de la Centrafrique, et n'ont pas eu tout leur salaire payé. Donc c'était un mécontentement qui se manifestait de leurs conditions personnelles. Et que tous ces gens ont été arrêtés. La plus de 2 sont morts et 7 ont été arrêtés. Hier, il semble que c'est 10 désormais aujourd'hui, y compris le chef de cette farce, de cette mascarade-là. Donc, je parle là maintenant de la préparation militaire. La préparation diplomatique, je n'aime pas la France, vous comme moi, pour le rôle que la France a joué dans la France-Afrique. Mais où sont les intérêts de la France pour que le pouvoir change à Libreville? Nulle part. Et donc, ça veut dire qu'ils auraient au moins pu prendre langue avec une puissance qui n'est pas d'accord avec la puissance française pour essayer de renverser un pouvoir soutenu de bout en blanc par la France. Je voulais préciser que le Gabon est une base militaire de la France. Et donc, la France, pas d'accord, les populations pas préparées, une affaire d'officiers mal alphabétisés, issus des familles riches et surtout reconnaissant encore Bongo comme titulaire et se fâchant parce qu'on a vilipendé son image. Maintenant, le côté diplomatique, avec personne de l'Occident derrière eux, eh bien, ça n'a pas marché. Rappelez-vous, il y a eu un coup d'État comme celui-là au Zimbabwe, et là-bas, on est plus intelligent, on a fait l'affaire de façon plus intelligente, en associant la foule, la masse. Et la masse a paralysé Harare, et les militaires ont dit, nous n'avons d'autre solution que d'intervenir. Ça a été le cas avec au Burkina Faso, avec le président Blaise Compaoré, avec le président, celui qui est parti, le jeune guerrier là, Sankara Thomas, avec le jeune Sankara Thomas, parce que au Burkina, voyez-vous, depuis Yaméogo, c'est une vie tumultueuse. Et donc, celui qui gouverne à cette époque-là s'appelle le commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Il est médecin commandant, médecin capitaine, médecin commandant. Et Thomas Sankara est premier ministre. Et donc, la foule adhère au combat des jeunes de la jeune. Je crois que c'était les jeunes de la révolution du 4 août ou du 7 août, qu'importe. Enfin, Blaise Compaoré et Thomas Sankara, ce jour-là, épousent le combat du peuple. Et le peuple suit massivement. Et quand les parachutistes de Pau interviennent, l'État central ne peut qu'abdiquer. C'est la même chose qu'il y a eu 2 fois de suite dans un pays qui s'appelle le Ghana. Donc, les jeunes qui se sont fâchés
fâchés avec des grosses guillemets au Gabon, n'étaient en réalité que des farceurs. Et ça n'a pas marché. C'est dommage parce qu'on n'appelle pas au coup d'État, évidemment, puisqu'il faut des pouvoirs constitutionnellement élus, démocratiquement élus, mais dans un pays où les fonctionnaires ont 6 mois d'arriérés de salaire, dans un pays qui était un Eldorado pétrolier, dans un pays où il manque désormais le carburant, dans un pays où personne ne croit plus en rien. Nous étions au Gabon il y a 2 jours, heureusement on n'a pas payé les frais, quelqu'un nous a amené, pardon, 2 jours, il y a 2 semaines. Et donc il y a quoi? Il y a que le Gabon est paralysé. Il n'y a plus personne depuis que le président Alain Bongo, il faut l'appeler comme ça, il s'appelle comme ça, depuis que le président Alain Bongo est malade, eh bien le Gabon est malade lui aussi. Le seul mérite de ces jeunes, je crois, c'est d'avoir attiré l'attention de la jeunesse africaine, que d'autres possibilités sont réelles et existent. Si le pouvoir, si les populations sont arrivées à bout de souffle, non plus d'autres recours que ce recours-là. Mais évidemment, c'était très mal fabriqué, c'était très mal façonné, et évidemment, ça n'a pas marché. Je voulais sortir par une chose, c'est la qualité du soutien de la France. Elle est laquelle? Elle est que le mouvement Amis de l'étranger, Amis de la France, des gilets jaunes qui se passent à Paris, concerne directement l'Afrique francophone. Rappelez-vous, les gilets jaunes se fâchent d'être pauvres, ils ne sont pas payés au SMIC en France, le carburant a augmenté, on a taxé même les salaires des retraités, les pensions des retraités. Eh bien, le pouvoir en France vacille à cause de ces gens qui viennent de trouver le président Édouard Philippe, le premier ministre Édouard Philippe a durci le ton hier en disant que désormais on va enfermer les gens qui marchent avec des mouchoirs, revendiquent 2-3 fois, ainsi de suite, des mesures qui sont des mesures qu'on prend dans un pays africain. Eh bien, je voulais dire que cela, le Gabon, comme le Cameroun, c'est tout à fait lié parce que le président Macron désormais a besoin de richesses et donc d'essence. Et l'essence se trouve au Gabon, au Cameroun, en Centrafrique et au Tchad. Il faudra qu'il puise l'essence quelque part pour reconstituer les réserves pétrolières que le président Sarkozy avait constituées à son époque à partir de la Libye. Eh bien, ces réserves se sont épuisées, il faut les reconstituer. Il faut dire les choses brutalement aux gens. Et donc, le président Macron a besoin de cela. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut des pouvoirs stables en Afrique centrale. Et M. Kamto, vous avez vu, était comme un caillou dans la chaussure de la France. Il n'aurait pas pu prendre le pouvoir à Yaoundé parce que le pouvoir de Paris est d'accord avec le pouvoir de Yaoundé, quel que soit ce qu'il fait, pourvu qu'il assure que le pétrole qui viendra de Yaoundé ira directement en France pour régler le problème des chemises jaunes et d'autres problèmes évidemment qu'il y a là-bas. Il va du président du Cameroun comme celui du Tchad. Rappelez-vous, le président Macron vient du Tchad, où tout le monde parle de grandes violations des droits de l'homme, où tout le monde parle de la malgestion de la manne pétrolière, où tout le monde dit des choses incroyables sur la famille du président Idriss Déby. Mais le président Macron, sous prétexte d'aller passer des fêtes de fin d'année avec les forces françaises engagées dans les opérations de guerre, eh bien, est allé au Tchad il y a seulement quelques jours. C'est un soutien tacite de la France au président du Tchad. Je vous avais vu le Premier ministre, l'ambassadeur de France, rencontrer le chef d'État du Cameroun après les élections et lui dire « Nous sommes à l'aise avec vous ». C'est un message clair. Vous avez vu les forces, les jeunes putschistes au Gabon, avoir un problème de logistique parce qu'on a brouillé les ondes. Qui brouille les ondes? Eh bien, c'est la base militaire française qui est à Libreville. Et les putschistes, entre eux, ne pouvaient plus communiquer par téléphonie. Et donc, c'était du coup un mouvement voué à l'échec. Parce que ceux qui étaient en train de se rendre pour encercler le palais comment on appelle ça, le palais du bord de mer, désormais étaient coupés d'avec leur base et d'avec le lieutenant Ondo, Kelly Ondo. Et un mouvement qui ne communique pas échoue. Ce fut la même chose ici au Cameroun. Il faut qu'on prenne des exemples. Quand les jeunes putschistes n'ont plus eu le poste national
eh bien, le jeune Guérandi, il était jeune alors à l'époque, capitaine Guérandi Mbara, a annoncé que ce push a échoué et s'en est allé pour le Burkina Faso, où il est mort par des chemins qui resteront à éclairer paix à son âme. Bon, la France n'a pas décidé de se débarrasser du président du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique, de Sassou Nguesso et du jeune et de Ali Bongo, et même de celui de Malabo, parce que la France a besoin de ces chefs d'État pour se reconstituer en réserve pétrolière et en d'autres richesses au moins. Voilà pourquoi cette affaire a échoué. Elle n'a pas échoué à cause de ces jeunes seulement, même s'ils étaient de grands incompétents et de mauvais farceurs. D'accord. Merci infiniment pour cette brillante analyse qui nous permet, vous avez également fait des rapprochements avec certains pays du précaré français qui démontrent sur la suffisance que, au-delà de tout ce que certains médias vont nous faire part, la France a encore la même mise sur des pays comme le Cameroun, comme le Niger. Rappelez-vous, il y avait au Niger un président qui est venu ici, qui a demandé qu'on augmente pour un peu le prix de, c'était le bauxite, je crois, comment on dit, le bauxite. Et ce président, il s'appelait Mamadou Tandja, a été renversé immédiatement après par le président Sarkozy qui a dit « Nous ne sommes plus à l'aise avec vous. Parce que la France a besoin de ce matériel-là, parce que la France revend cela. Voyez-vous, je voulais attirer votre attention, regardez bien les montres qui viennent au Cameroun ces derniers moments, estampillées montres de luxe. Ce sont des montres achetées à Taïwan ou en Chine, qui vont en France, on change les étiquettes et on met dessus « Made in France ». C'est tout. Donc, aujourd'hui, la France, en réalité, je veux rester poli, est une puissance intermédiaire, n'est plus la puissance, la grande puissance économique de l'époque. Si vous êtes poli, vous la classez 5e puissance militaire, mais aujourd'hui, 15e puissance économique mondiale. Voilà la réalité. Et ce que le jeune Macron leur dit, c'est que nous consommons plus que nous ne produisons. Il faut que nous nous reconcentrions sur l'origine, la provenance de nos ressources. Et bien ces ressources et ces richesses viennent d'Afrique. Et ces pays africains ont des chefs qui sont donc des sortes de grands gouverneurs qui préservent les intérêts de la France ici. C'est pour cela qu'il n'y aura pas un coup d'État au Cameroun, il n'y en aura pas au Gabon, ni en Centrafrique, ni au Tchad, ni même au Niger, ni au Mali. Parce que la France, il y a des intérêts capitaux. D'accord, merci infiniment. On prend le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour, en ce qui concerne notamment la CAN, disons les CAN, parce qu'on va parler de la CAN 2019, qui déjà, depuis hier, a été octroyée à l'Égypte. Et nous allons également évoquer le cas de la CAN 2021. Je peux vous dire qu'au journal de 17h hier à CNTV, ils ont réitéré que la Côte d'Ivoire a accepté de laisser l'organisation de la CAN 2021 au Cameroun pour organiser celle de 2023, compte tenu, parce que suite à la décision de la Guinée-Conakry, du président Alpha Condé. Vous savez que je suis interdit de parler à la CRTV, qui est un média d'État qui vit de vos impôts et des impôts des Camerounais. Vous savez que le directeur général de la CRTV était chef de la brigade des reportages du chef de l'État, Paul Biya, pendant 20 ans. C'est son seul mérite d'avoir dit à longueur de journée le président Biya est beau et intelligent et éternellement jeune. Je vous somme de me montrer un seul éditorial qu'il a fait, aucun, en dehors du fait qu'il a dit que le président Biya est très beau et très intelligent. Je pense qu'il a fait quelques articles dans quelques journaux ou deux, je peux les citer. Je pense qu'il me connaît personnellement parce que je peux trouver un de ses manuscrits, ne me demandez pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Mais voyez-vous, la CRTV est dans son droit de dire que le président Biya est beau et que la Côte d'Ivoire a accepté de céder la CAN. Sauf que, quand la CAF s'est réunie, il y a un chronogramme. On vote des pays. Si vous donnez la CAN de 2021 au Cameroun, cela rétrograde celle du Mali, cela rétrograde celle de la Guinée, cela rétrograde celle de la Côte d'Ivoire, et nous nous trouvons en 2030. Or, les roitelets, pardon de dire ça comme ça, que je vous ai cité, ont besoin des jeux pour distraire les peuples. Si cette CAN était venue au Cameroun, elle aurait aidé pour beaucoup le régime de Yaoundé à distraire le peuple. C'est à ça qu'a servi un peu la CAN des filles. Est-ce que vous avez jamais vu un événement aussi médiatisé? C'est parce que eh bien, cela a détourné les Camerounais de la préparation des élections présidentielles, de quelque chose de gravissime qui était la caution, 30 millions, c'est inédit.
300 signatures pour ceux qui ont des partis politiques et qui n'ont pas d'élu à l'Assemblée, le découpage électoral, les partis pris de l'ECAM, la nomination du président de la Cour constitutionnelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la CAN des filles a aidé pour beaucoup à tuer également un événement social qui était gravissime au Cameroun. C'est la mort des milliers de personnes à Ezeka. Des milliers de personnes. Et c'est la faute directe d'un membre de la famille présidentielle qui était à le ministère des Transports. Donc la CAN des filles a aidé à... Il s'agit de... Vous l'avez cité. Et c'était à cette époque-là une bonne occasion. La CAN, celle-ci, aurait été une bonne occasion de taire la misère du peuple, d'orienter les gens vers les jeux. Voyez-vous, les latins gouvernaient avec du pain et des jeux. Hein, du pain et des jeux. Au Cameroun, il n'y a plus le pain et les jeux étaient l'occasion... On a ajouté la sardine au Cameroun. Voilà. Et les jeux étaient l'occasion idoine pour distraire le peuple. Eh bien, les jeux ne sont pas arrivés. C'est pour cela que le chef d'État du Cameroun a dit lui-même la CAN aura lieu au Cameroun. J'en suis personnellement garant. Je vous en fais la confirmation. La CAN aura lieu. La CAN aura lieu au Cameroun. Et donc, la CAN n'ayant pas eu lieu, c'est un véritable camouflet parce qu'il intègre une gestion de la chose politique au Cameroun qui est du domaine de la distraction politique. La distraction politique. Donc, ceux qui n'ont pas aidé à réaliser cette CAN, sans doute ont-ils rendu un grand service au peuple camerounais parce qu'il me semble... Il me semble... Il y a des mesures, j'étais en train d'arriver, il me semble qu'il y a des mesures, notamment la baisse des salaires des fonctionnaires. Je suis au courant qu'elle sera de 13% dans les jours prochains, maximum en février. Il me semble que la friperie également, il me semble que la bière déjà, on l'avait dit dans votre émission. Il me semble. Une des pilules qui devait passer aussi était la nomination d'un des membres de la famille présidentielle aux Nations Unies à la place du ministre Monté. Et que c'est un package d'événements que la CAN aurait aidé à tuer. Maintenant, il faudra trouver une nouvelle synergie et c'est sans doute pour cela qu'il a gardé ces mêmes personnalités, mais on reviendra dessus. Alors oui, la CAN va en Égypte, elle ne viendra pas au Cameroun en 2021, elle ira effectivement en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, s'il y a la paix et si d'autres conditions sont remplies, la CAN pourrait se passer au Cameroun. Il faut bien écouter M. Ahmad Ahmad, qui est un politicien. Rappelez-vous qu'il a dit au forum du palais de l'Unité, en compagnie de M. Etofis, il a dit nous n'avons pas de plan B, la CAN aura effectivement lieu au Cameroun, pour annoncer quelques jours après que nous ne pouvons pas organiser cette CAN au Cameroun pour l'honneur même de la compétition et pour la crédibilité de l'Afrique. Donc, ne faites jamais attention aux déclarations des politiciens, surtout ceux qui sont africains, et surtout, comme quelques-uns, ils ont un œil très appuyé sur l'argent d'autrui. Donc, ce que je veux dire, c'est que la CAN est allée en Égypte, tel il restera. Que l'Égypte, au dit du même Ahmad Ahmad, est un pays crédible, que l'État a apporté des cautions, qu'il y a des stades, qu'il y a des gens intelligents. Je ne sais pas si vous avez noté ça. Si on dit qu'il y a des gens intelligents quelque part, c'est que c'est comparativement à d'autres peuples qui, eux, ne sont pas intelligents. Parce que des gens qu'on a mis sur son chemin à Yaoundé n'étaient sans doute pas ceux à même de parler du sport avec perspicacité. Donc les gens qui ont été ses interlocuteurs à Yaoundé n'étaient sans doute pas parmi les meilleurs qu'on aurait pu choisir. Et voilà de quoi il s'agit. Vous ne pouvez pas soustraire tout l'agenda de la CAN sans provoquer une nouvelle rencontre avec de nouvelles élections. Parce qu'on élit les organisateurs des compétitions. Mais le président Paul n'avait pas été un glissement dans son discours. Il ne faut pas qu'on trompe le peuple. En français, le glissement, vous avez votre anniversaire, Paul, le 2. On le fait le 4. Il y a un glissement de date. Un glissement ne peut pas être 2019, 2020, 2021. C'est qu'on vous a refusé la CAN de 2019 pour vous donner éventuellement celle de 2021. Mais je précise ici qu'on ne donne pas la CAN. On élit le président de la CAN. Alors, dans 3 ans, il y aura élection du président de la CAF. Et M. Ahmad aura à cœur de se faire élire. Et il faudra faire la cour à toutes les confédérations, toutes les fédérations africaines de football. Vous voyez là où intervient maintenant
le fils de Ibrahim Bonbon Joya, qui est patron chez nous, qui n'est pas spécialement très introduit auprès d'Ahmad Ahmad. Donc, la bagarre avec Issa Hayatou se perpétue. Et M. Ahmad a davantage intérêt à l'organiser en Côte d'Ivoire, qui est le Cameroun, de l'Afrique de l'Ouest. Puisque la Côte d'Ivoire gère à elle seule tous les pays que vous connaissez, parce que la Côte d'Ivoire est le centre du précaré français dans la région. Donc, quel est l'intérêt de M. Ahmad à faire la CAN à Yaoundé? Aucun. Nous parlons là de Yaoundé pour dire que le président de la CAF était ici et a annoncé que la CAN aurait lieu ici. Et façon rapidement se souvenir douloureux pour saluer la deuxième élection de Mohamed Salah comme nouveau footballeur de l'année en Afrique. Pour dire que si il n'y a aucun Camerounais nommé. Voilà, et que rien, quand tout ne marche pas, seul le football ne peut pas marcher. Comment voulez-vous que les filles réussissent à remporter le trophée africain alors même qu'il n'y a pas de championnat de filles crédible au Cameroun, alors qu'il n'y a pas de stade au Cameroun? Comment voulez-vous qu'il y ait un Camerounais qui sorte du lot si les moindres talents, dès qu'ils se révèlent, vont à l'étranger? Pourquoi ils y vont? Parce qu'il n'y a pas de championnat au Cameroun. Celui d'ici, M. Semeng, qui en était le président, qui en est toujours, a dit qu'il n'y a plus d'argent, on renvoie la compétition à l'interne. C'est toujours le cas, il me semble. La Coupe des Confédérations n'aura pas de représentant du Cameroun cette année. Et donc, il faut saluer à juste les efforts d'un pays et saluer la réélection de Mohamed Salah comme premier footballeur africain. J'ai regardé avec vous les installations, les stades. Dans ce pays-là, il me semble que oui, à part le Maroc et l'Afrique du Sud, qui ont la prétention, tiens, l'Afrique du Sud l'a déjà fait, d'organiser la Coupe du Monde. Oui, l'Égypte était un pays véritablement crédible, encore un peu plus crédible, au moins en matière de sport et d'infrastructure que le Cameroun. Comment comprenez-vous que les mêmes personnes qui étaient à l'origine de cette forfaiture soient toujours là, n'aient pas bougé du gouvernement? Quelle était la sanction? Parce qu'il s'agit de sanctions. Quelle était la sanction attendue? C'était au moins le renvoi de ces gens. Eh bien, en mettant ces gens à des postes différents, on les a préservés des poursuites judiciaires. Bien sûr. Oui, puisqu'on risque d'entrer là sur le remaniement. On les a préservés des poursuites judiciaires. Donc, je voulais qu'on salue la CAF pour ce choix judicieux et pour l'élection du jeune Mohamed Salah, qui est véritablement jeune lui, parce que chacun sait les âges qu'on pratique ici chez nous. Et qu'il faut aussi saluer le jeune Aubameyang pour ses performances, également le Sénégalais, en précisant que le Sénégal est en train de se doter aussi d'infrastructures sportives de choix et candidat pour organiser une autre CAN. Et que ce sera difficile d'aliéner la CAN de la Côte d'Ivoire sans aliéner les autres candidats de d'autres CAN. La CAN libre véritablement est celle de 2030. Et si le Cameroun veut l'organiser, je pense que la diplomatie devrait se mettre en branle pour prendre des contacts nécessaires. Vous avez évoqué le Sénégal avant d'arriver sur le remaniement. Je voudrais que vous nous donniez votre avis sur les déclarations de Samuel Eto'o Fils à côté de El Hadji Diouf au Sénégal, où il a dit ouvertement qu'il souhaite que Macky Sall remplisse pour un second mandat. C'est un compatriote et c'est sans doute un frère. Nous sommes frères d'une même nation. C'est un frère, nous sommes issus de la classe la plus basse de la société au Cameroun, mais je ne suis pas sûr qu'il se fait toujours très bien entouré de personnes qui réfléchissent et qui pensent pour lui. Est-ce que ces déclarations étaient nécessaires? Non. Au Cameroun, est-ce qu'elles l'étaient? Non. Personne aujourd'hui, Paul, n'aime le pouvoir de Yaoundé. Il n'y a personne qui pense que le régime de Yaoundé est bon et crédible. Personne ne vous le jamais. N'écoutez jamais la propagande. Regardez un débat comme celui qui a eu lieu un peu avant le remaniement. Et je ne sais pas si vous avez noté qu'on parlait là d'économie. Eh bien, tous les chiffres concentrés, c'était entre Yaoundé et Douala. Donc le Cameroun se résume à Yaoundé et à Douala. D'ailleurs, un peu plus à Yaoundé. Allez en province, vous avez été à Bamenda avec moi, c'est la catastrophe en permanence. Il n'y a rien en province.
je ne voulais pas dire région, vous avez noté parce que ça ne suffit pas de changer les noms pour penser qu'on a changé le quotidien drastique, dramatique des populations de l'arrière-Cameroun. Donc, voyez-vous, ces déclarations me semblent hors norme, hors à propos et politiquement maladroite. Du domaine du sport, il n'y a pas une icône comme Eto'o-Fils, mais je pense qu'il aurait dû rester sportif, footballeur. C'est un domaine où il a fait ses preuves. D'avoir été en contact avec lui quelquefois me laisse penser que on aurait pu le voir comme une sorte de focaliseur, permettez-moi l'aphorisme, de la chose politique, de moule, et que ces différentes sorties politiques sont toujours très violemment critiquées. C'est donc qu'il y a quelque chose que les peuples n'acceptent pas. Vous voyez la réaction au Sénégal. Comment elle va se passer l'élection au Sénégal? Dans un contexte très tendu. Le maire de Dakar, que Macky Sall a mis en prison, est aujourd'hui, d'après les sondages, le favori de cette élection. Qu'il soit en prison est difficile, est incompréhensible pour Macky Sall, qui lui-même, Macky Sall, a déclaré qu'il ne sera plus candidat à sa succession. De revenir comme il est la même chanson de tous les dictateurs africains qui annoncent qu'ils ne viendront pas et qui viennent. Un. Deux, regardez la situation de Karim Wade. Qui est Macky Sall? Macky Sall, c'est le premier ministre d'Abdoulaye Wade, qui a donc côtoyé Karim Fall et il était lié d'amitié, de grande amitié avec lui. Karim Fall, c'est le seul fils de Macky Sall, du président Abdoulaye Wade. Eh bien, il l'a mis en prison et il est sorti du Sénégal et il est interdit de séjour au Sénégal. C'est-à-dire qu'on vous interdit de venir habiter dans votre propre pays sous peine de prison à vie. Vous comprenez? Il y a le jeune architecte qui vient de déclarer également qu'il va refaire le plan de Ziguinchor. Ziguinchor, c'est la ville qui alimente le plus le maquis en Casamance. Et donc, refaire le programme urbain, le programme social et la distribution des richesses élémentaires, l'eau et la lumière à Ziguinchor, est apaiser cette guerre qui dure au Sénégal depuis longtemps. Vous voyez, j'embraye sur le Cameroun. Pour des gens qui pensent qu'on peut arrêter la guerre chez les anglophones avec une baguette. Non. Celle du Sénégal, dont les Casamançais, date des années indépendance. Ceux qui ont commencé, c'est quand même finalement les Senghor, après Abdou Diouf, et Abdoulaye Wade et Macky Sall maintenant. Donc il faut se méfier d'une guerre d'un peuple dans l'État, dans le peuple. C'est toujours difficile à trouver une solution définitive. Sans doute y a-t-il des moments de somnolence, des poches de résistance, mais après il y a des regains de tension qui ne sont pas pour aider les économies chancelantes comme celle du Cameroun. Alors une déclaration pour dire j'aime le président Macky Sall, je veux qu'il se présente, il sera réélu, me semble-t-il sont des déclarations qu'il aurait pu s'abstenir de faire dans un contexte aussi tendu que celui du Sénégal aujourd'hui. Et du coup, ce brillant footballeur, cette icône en sport apparaît comme celui qui soutient les dictatures en Afrique, ce qui n'est pas l'image qu'elle a laissée à des gens comme moi, dans d'autres personnes, dans la jeunesse africaine, ça ne me concerne pas la jeunesse, mais dans la jeunesse africaine en général, et dans les peuples qui se battent pour émerger des dictatures économiques en Afrique. Donc, pour répondre à votre question, je pense que cela me semble assez maladroit. À côté de cela, j'ai quand même vu d'autres personnes qui sont restées plutôt modestes dans leurs déclarations. J'ai vu Salif Keïta, j'ai vu l'autre jeune, comment vous l'appelez en Côte d'Ivoire, qui était un peu l'alter ego de Samuel Eto'o, Didier Drogba. J'ai vu ici au Cameroun l'association des anciens footballeurs qui est très retournée contre le nouveau président de la FECAFOOT sous prétexte qu'il est le soutien d'Eto'o. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous associez votre nom à Eto'o, il n'est plus vu avec faveur comme c'était à l'époque. Pourquoi? Il faut interroger cela pour que cette icône retrouve la lumière d'antan. Eh bien parce que précisément, on lui a fait prendre des choix déclaratifs qui sont des choix politiques. Donc comme chacun le sait, l'art politique, tiens, j'ai dit la chose, la science politique est un art qui nécessite des études, des réflexions, un brain trust et des engagements à propos. Pourquoi peut-on aller parler du Sénégal quand on n'est pas footballeur sénégalais, quand on n'a pas d'autres casquettes que celle de footballeur? Il aurait été député au Cameroun, ministre au Cameroun, sans doute, ou en France,
Encore que si cela avait été, on aurait parlé d'ingérence dans les affaires internes d'un État. Comment verrez-vous, comment le nouveau président, si d'aventure il ne s'appelait pas Macky Sall, regarderait ce brillant footballeur s'il était élu? Supposez que M. Karim Wade soit élu président et qu'il sait que M. Eto'o-Fils a pris position contre lui. Voyez-vous, c'est des déclarations qu'on aurait pu s'empêcher de prendre. Il va de ça comme de ces peines de prison et de ces humiliations que certains de vos confrères viennent de vivre, de mettre des gens à Gondengui pendant toutes les fêtes de fin d'année et de les sortir et de dire que ne parlez plus d'Eto'o, sinon ce qui vous arrivez là-bas, vous arrivez fois 20, me semble un État qui n'est plus un État de droit. Et ce n'est pas exactement l'idée que moi j'ai du sportif sans faute, du combattant sur les terrains et de l'icône de football que le monde entier a plébiscité, salué et adulé. Mais cela, évidemment, c'est des choix personnels. Sans doute, à ce moment précis, aime-t-il qu'il y ait ces polémiques autour de lui, sait-on jamais. Peut-être prépare-t-il une arrivée dans l'arène politique. Je lui souhaite bonne chance. Ah, bonne chance, Samuel Eto'o-Fils. On dit qu'il a été inspiré par Georges Weah, c'est de son droit. Alors, nous allons parler, avant d'arriver tout de suite sur le maniement, qui est notre sujet. Alors, hier, c'était, je pourrais dire, l'audience la plus attendue. Le procès Maurice Kamto a été en justice, le procès Pascal Messanga Nyamdi, qui a déclaré en Mondo Vision à plusieurs reprises d'ailleurs, qu'il a une vidéo en sa possession où le professeur Maurice Kamto serait en train de copuler avec un jeune homme. Il faut dire qu'il y a et des déclarations reprises plusieurs fois dans plusieurs médias. Voyez-vous, cela reflète un peu l'état de fébrilité de quelques personnes. Nous attendions là un remaniement. Et le professeur Messanga Nyamdi, j'ai toujours beaucoup de peine à mettre professeur sur le nom des gens. Parce qu'au Cameroun, professeur, c'est des gens qui récitent à longueur de journée les livres qu'ils ont mal lus. Ou qui parlent bien français. Si vous parlez bien français ou anglais, on dit que vous êtes un intellectuel. Non, vous êtes un polyglotte. Vous n'êtes pas un intellectuel. Vous parlez bien la langue des autres, c'est tout. Parce qu'un intellectuel ne dit pas qu'il a des photos où un jeune garçon est pris en flagrant délit de relation amoureuse avec un professeur comme Maurice Kamto. Pourquoi? Pourquoi il est malvoyant? Vous êtes poli, il ne voit pas du tout. Et on le prend par la main, vous l'avez vu lors de plusieurs fois au palais de l'unité, il est pris par la main. Lui-même a expliqué que c'est une cataracte mal soignée et que l'on a perdu totalement l'usage de la vue. Sans vous couper, il est également reproché, récemment il a fait un deuil chez eux, en Kondongo, où il a pris les tentes, il a loué les tentes d'un jeune homme qu'il a refusé de payer, il a refusé de restituer. C'est autant de choses, voyez-vous, vous reliez là le cas de ce qui m'est arrivé personnellement, où le neveu du chef de l'État, le DG de la CNPS, qui est toujours là, alors qu'on a fait partir tous les autres, a décidé de détruire mon journal, de détruire ma carrière, de détruire ma réputation. Il n'y a rien eu, il est toujours DG. Alors, M. Messanga, comme le fils du chef de l'État, Jean-Gilbert Baoula, a décidé de ne pas payer la maison d'une veuve pendant 5 ans, il n'y a rien eu. C'est la même chose pour M. Messanga Nyamdi, qui a prêté les tentes d'un orphelin, et nous sommes allés au-devant de ce jeune garçon. Des tentes se sont déchirées et tout. Il les a confisquées, n'a pas et là, il les a confisquées. Tu as vu, vous avez vu quelques-unes déchirées également. Il n'y a pas eu de dédommagement. Ça veut dire qu'au Cameroun, si vous êtes proche du chef de l'État, vous pouvez vous en aller en sifflotant après avoir commis de grands forfaits. C'est le cas pour ces cas que vous avez cités et de beaucoup d'autres. Je vous disais tout à l'heure que j'étais interdit de passer à la CRTV. Je suis passé, il y en a plusieurs, selon que vous servez, oui ou non, les intérêts de la famille présidentielle au Cameroun. Donc maintenant, vous parliez donc de cette affaire de Maurice Kamto. Elle est malheureuse. Elle est malheureuse si on prend que tous les deux sont professeurs agrégés. Parce que les rudiments de droit que vous et moi avons en regardant l'article C7, C8, je ne sais pas, de notre code pénal, nos internautes qui ont la mémoire plus fraîche fouilleront dans le code pénal, eh bien ces rudiments disent que pour prendre un homme, il faut déjà préciser qu'au Cameroun, le crime pédérastique, l'homosexualité est condamné de 5 ans de prison ferme.
Mais c'est les moyens pour appréhender ces différentes personnes qui sont compliquées. La loi dit que si vous soupçonnez 2 personnes d'homosexualité, il faut les prendre sur le fait. Il faut donc les trouver, aller chercher 2 officiers de justice assermentés avec des gendarmes, cogner, faire 3 sommations. Au nom de la loi, ouvrez. Au nom de la loi, ouvrez. Eh bien, ces gens ont le temps de s'habiller, de commencer à lire Cameroun Tribune. C'est pourquoi je parle de Cameroun Tribune. Et commencer à lire le journal. Comment voulez-vous avoir trouvé ces gens en train de copuler si vous avez dit, vous êtes en train de faire des choses interdites? Vous éloignez, vous prenez un taxi ou votre voiture, vous allez chercher des officiers de s'assermenter pour constater le fait. Ces officiers cognent 3 fois. Au nom de la loi, cessez de faire. Au nom de la loi, cessez ce que vous faites. Eh bien maintenant, il n'est pas possible qu'il y ait une vidéo de cette affaire. Ce n'est pas matériellement possible. Auquel cas, il y a diffamation. Comment un aveu, un malvoyant, comme vous l'avez dit, peut avoir cette vidéo, même s'il l'a en sa possession? Comment peut-il dire, voici le professeur Maurice Kamto, voici un jeune garçon, ils sont en train d'avoir des relations coupables, j'ai cette vidéo, je la garde par devant moi. Comment a-t-il fait pour voir cela? C'est comme si vous m'annoncez aujourd'hui, on va s'interdire de le dire, n'est-ce pas? Citons quelqu'un d'autre, qui on va citer, qui est intelligent dans ce gouvernement. Voilà, ne citons personne. C'est comme si vous me dites que dans le gouvernement qui vient de prêter serment, qui a prêté serment ce soir, je crois, parce que chaque fois qu'ils sont allés présenter les vœux aujourd'hui. Oui, c'est ça, prêter serment. C'est un truc qui vient du Gabon, où il faut prêter serment devant le président. En d'autres époques, je peux vous le dire, dans certains pays que je ne cite pas, le président exigeait qu'on lave les pieds. On lavait ses pieds et on boit cette eau. C'était en Afrique, hein, tout à côté, et dans un pays que vous connaissez très bien. Et on lave les pieds, on boit cette eau. Et c'était un pacte entre ce président et ses ministres qui désormais ne pouvaient. Et il était étendu, ce pacte même, aux officiers supérieurs des armées. D'où une sorte de stabilité permanente qu'il y avait dans ces régimes-là. Et donc, c'est hier qu'ils ont prêté serment. Mais comment voulez-vous que quelqu'un là-dedans me trouve... je ne réussis pas à trouver quelqu'un d'intelligent là-dedans, et on va se passer de ça. Mais comment voulez-vous qu'un infirme batte Ben Johnson à une course de 200 mètres? Cela n'est pas possible, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas imaginer pareille chose. C'est la même chose pour monsieur Messanga Yamding. Un jour, je passe une émission dans une chaîne de radio bien introduite. Je voulais parler de Radio Siantou. Sont présents ce jour-là le professeur Takungan, moi-même, beaucoup d'autres panélistes, le professeur Abbé et Messanga Yamding est là. Et j'ai l'autoprudence parce qu'il dit, je viens de voir comment le peuple est très enthousiaste à l'idée que Paul Biya soit candidat. Eh bien, il s'est retourné. Je lui ai dit, comment tu as vu? Tu ne vois pas, tu es aveugle. Il s'est retourné et il s'est mis à boxer très violemment. Celui qui était mon voisin, et ce voisin a dit, professeur, ce n'est pas le tuile que tu boxes, c'est moi que tu boxes. Ça veut dire que même dans un périmètre réduit comme celui que nous avions en ce moment-là, il n'a pas pu voir qui était à ses côtés. Et donc, vous voyez, il s'agit là d'une émission vécue, qui se soit trompé seulement sur la voix. Imaginez, à fortiori, avec les images, il faut brancher quelque chose, il faut regarder. Ce n'était pas quelque chose d'imaginable. Moi, je veux penser avec vous qu'à nouveau, il ne va rien lui arriver, parce qu'il se trouvera des gens pour dire qu'il s'agit de politique, et que M. Kamto était candidat aux élections présidentielles, qu'on ne peut pas condamner Messanga Yamding, qui est un biaïste convaincu, et que Messanga Yamding est un grand infirme, et que donc on ne peut pas le pénaliser. Mais, en d'autres cieux, parce qu'il s'agit de diffamation et d'injure publique, eh bien, c'était au moins une peine de prison. Maintenant, il n'est pas venu au procès. Au Cameroun, il semble que c'est 3 fois. Il ne semble pas. Un juge m'a convoqué 3 fois. Il a lancé un mandat d'arrêt contre moi.
ou des choses encore moins graves que celles que nous avons vécues, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, moi je pense que c'est là les faveurs qui sont liées à la gestion politique, à la gestion familiale de la chose politique. C'est la cour de M. Biya et c'est les faveurs dont bénéficient les personnes qui se disent à tort ou à raison, de façon vraie ou fausse, être de ces militants. Chanteur Roger, j'ai envie de poser une question qui revient. Est-ce que M. Pascal Messanga Nyamdi n'a pas un problème psychique? Je vous pose cette question pourquoi? Dimanche dernier, sur Club d'élite, une émission qui passe dans une télévision de la place, il a fait savoir que c'est lui qui a proposé à la nomination de Jean de Dieu Moumou au poste qu'il occupe aujourd'hui. Au cours de l'émission, il se concrétise en disant que ce n'est pas le président de la République qui a fait ce remaniement. Je veux encore convoquer un autre cas. Il se défend sur les plateaux comme il se porte comme le défenseur de ce régime. Mais on a vu plusieurs vidéos en off où M. Pascal Messanga Nyamdi ne se rend pas compte qu'on le filme, où il dit qu'il tire à boulet rouge sur le même régime. On l'a vu sur les plateaux de télévision taxer le MRC des partis tribalistes. On a une vidéo qui circule sur la toile où il dit que le MRC n'est pas tribaliste et que lorsqu'on prend la configuration du parti, ça prouve à suffisance que ce parti n'est pas tribaliste et que c'est une stratégie politique qui consiste tout simplement à jeter dans la tête sur ce parti. Est-ce qu'il n'est pas là, il n'a pas un problème d'émotion? J'ai l'impression qu'il faut regarder les motivations des uns et des autres. Son soutien pour le chef de l'État me semble être un calcul, un savant calcul. Peut-être pense-t-il arriver aux affaires avec cela, mais ceux qui n'ont pas été récompensés maintenant, je ne suis pas certain des prédications, des prévisions funeste de quelqu'un qui a annoncé que le président Biya sera mort en 2018, mais est-ce qu'on a regardé la longévité, au moins pour ce qui concerne la santé du président? Alors, est-ce que ceux qui ne sont pas entrés au gouvernement cette fois-ci ont des chances d'entrer à nouveau? Il faut se poser des questions. Cela pose la question de Cameroun qui gouverne, mais là, on va y revenir tout au long de cette émission. Tout au long de cette émission. Pourquoi j'en parle? Parce que tout le monde fait feu de tout bois aujourd'hui. Tout le monde pense pouvoir arriver aux affaires aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. Et tout le monde pense avoir voix au chapitre. Et il faut absolument attirer l'attention de ceux qui proposent des gens. Il vous a dit là l'exacte vérité, M. Messanga Nyamdi, il est professeur de sciences politiques. Et toutes ces sorties qui se contredisent posent au moins une interrogation. Cameroun qui gouverne? Le président Biya peut régner, mais ceux qui proposent des gens à des postes, qui sont-ils? Nous savons aujourd'hui de façon certaine, quasi certaine, que le fait de la nomination du jeune à l'ENAM, c'est la première dame du Cameroun. Nous savons de façon quasi certaine que M. Bidoum Pat soit respecté au Cameroun. C'est de façon certaine l'empreinte de la première dame du Cameroun. Vous savez que le jeune Babouké a géré seul l'argent des gadgets, 16 milliards de toute la campagne de Paul Biya au Cameroun. Vous savez qu'il est devenu conseiller au palais avant même d'être sorti lyrique où il était. Vous savez quel lien de parenté il a avec la première dame. Vous savez qu'on attendait Messanga à Vom, on attendait Antoine Zanga, ainsi de suite, et que tout cela a été barré du revers de la main. Vous savez qu'il a été un moment en question que Ludius Mendiana aille en prison et qu'au moment où je parle, il est en cavale et qu'on le soupçonne à Mbanjok dans un lieu tenu secret jusqu'à maintenant par ses proches. Voyez-vous, il y a cela à Cameroun qui gouverne, même si on sait qu'il règne, qui fait les gouvernements. Il est sans doute très sympathique, le nouveau DCC, qui donc avait la charge de collecter les CV, mais il est resté 20 ans au Gabon et 5 ans en France. Du coup, il ne connaît plus grand monde au Cameroun. Il ne peut donc pas proposer des gens crédibles ou des gens neufs au président qui lui-même a perdu tous ses camarades et regarde la génération d'après avec suspicion. D'où les Mbara et tous les autres qui sont en prison, les Olangana et tout ça, qui, même s'ils se sont rendus coupables de faits économiques, ont sans doute également posé quelques actes politiques qui sont restés suspects. Du coup, ça vous ramène le même socle de décision, le même socle de personnalité.
Alors, M. Messanga Yamding, pour sortir sur ce sujet douloureux, fait quoi? Il va au vote, à la présentation des vœux. Invité personnel du président de la République, je peux vous le témoigner, j'ai vu le bien qui lui a été décerné. Et le président de la République lui fait des déclarations, il s'entretient avec lui pendant longtemps. Les deux sont dans le secret de ce qui se sont dit. Au détour de ça, il revient, lui dit, le journaliste de la CRTV lui pose la question, vous avez en conversation avec le chef d'État, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et le Messanga Yamding dit, ce que le président m'a dit va rester secret entre lui et moi, mais j'espère qu'il va tenir sa parole, qu'il va tenir sa promesse. Voilà, j'espère qu'il va tenir sa promesse. Ça m'a déjà semblé quelque chose d'assez maladroit. Maintenant, quand on veut être nommé par le président, il y a 100 ans, hein, parce qu'il m'a semblé qu'on cultive le secret dans ce secteur-là beaucoup. Maintenant qu'il a été question de nommer un jeune garçon qui est sorti d'une école il y a 2 ans, qui était secrétaire, directeur général de l'école qui formait les cadres de l'administration du Cameroun, sans même être fonctionnaire, eh bien, M. Messanga s'est fâché beaucoup. Il a même pleuré en direct dans une chaîne de télévision avec Roméo Dika. Et c'est des choses qui n'ont pas été acceptées. Au lieu quand on sait que ce jeune garçon-là a au moins le soutien de la première dame du Cameroun. Donc cela a fait quoi? Cela a fait que des gens se sont retournés contre lui, ont fait des rapports au président de la République. D'après nos sources, il faut être près du chef de l'État pour lui souffler à tout moment, ce que vous voulez qu'il soit sa dernière parole, ce que vous voulez qu'il signe comme décret. Or, M. Messanga, il semble, n'a pas quelqu'un auprès du chef de l'État. Et dès qu'on a eu au président, Messanga dit désormais des choses contre toi, eh bien, il les garde, il les met en pratique. On a donc dû lui dire que Messanga était devenu un de ses ennemis et il l'a préservé. Et les fameuses promesses ne sont pas passées en actes concrets. Et Messanga n'est pas devenu le ministre délégué chargé des Camerounais de l'étranger. C'était ça le poste qui était normalement le sien. Et M. Eloum Polché n'est pas devenu Premier ministre. Et Cabral Libi n'est pas entré, et M. Bandakani et beaucoup d'autres dessus de ce dernier remaniement. Peut-être faut-il, puisque vous parlez tout à l'heure de Jean de Dieu Momo, dire que oui, sans doute chacun a-t-il ses entrées. Il a fallu 20 jours à M. Jean de Dieu Momo pour devenir ministre à la place de M. Messanga Yamding, qui lui est biaïste depuis, qui sont biaïstes depuis 20 ans et qui peuvent revendiquer une certaine crédibilité et une certaine pérennité dans le soutien à l'homme Bia. Voilà, donc, sans doute faut-il, je ne sais pas pourquoi j'ai de la peine à l'appeler Excellence Monsieur Jean de Dieu Momo. Je n'ai jamais eu un chef d'État au Cameroun qui s'appelle Jean de Dieu. Enfin, on reviendra dessus. On reviendra dessus, vous m'arrachez le sourire. Je voulais, pour que vous continuiez à sourire, l'année a commencé de façon très triste, préciser que nous allons le perdre, qui était un abonné d'une auberge à Yaoundé qui s'appelle Jupiter Europe Express, derrière la station d'essence où il est toujours descendu chaque fois qu'il est venu à Yaoundé. Peut-être que désormais il changera d'habitude alimentaire parce que tous les internautes l'ont vu avec le pain et la sardine au palais des congrès, à la prestation des serments du président Paul Biya. Mais voyez-vous, le destin est individuel et le sien, Jean de Dieu Momo, était un destin ministériel. Maintenant, il faudra, je crois, préciser que son français n'est pas toujours des plus académiques et qu'il faudra, c'est son droit, traduire les textes qu'on va lui adresser en bafou, c'est son droit également de prendre un traducteur. Mais voyez-vous, c'était pour apporter une dimension peut-être plus gaie à la chose, ce qui n'enlève pas le fait qu'avant de nommer des gens, on devrait quand même s'assurer qu'ils peuvent communiquer, ne serait-ce qu'en français coulant. D'accord, voilà. On va se rassurer, on va revenir sur ce cas. Voilà. Là, maintenant, nous entrons dans le vif du sujet, qui est le réaménagement du gouvernement du 4 janvier dernier. Ce réaménagement est sans doute le plus controversé du président Biya, puisqu'on s'attendait, après le retrait de la CAN, qu'on puisse procéder à la sanction des membres du gouvernement qui étaient impliqués dans je voudrais dire qui étaient de près
impliqués dans ce retrait, dans les éléments qui ont poussé au retrait de la CAN. Mais chose surprise, on a plutôt constaté que ces personnes, aucun parmi eux n'a été, on a plutôt promu d'eux qu'ils ont été ministres d'État. Et ça a poussé les uns et les autres à croire que ce réaménagement n'a pas été effectué par le président Biya. Donc on se pose la question effectivement de savoir qui gouverne. Parce que d'après les informations que nous avons, c'est que ces réaménagements sont faits à 15 h. On ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'on constate, ce que nous constatons aujourd'hui. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce réaménagement? D'abord, avant, il faut planter le décor. Au terme d'une élection présidentielle, dans tous les pays du monde, où on a l'intérêt du peuple, où il faut mener une politique, on opère ce qu'on appelle un remaniement, c'est-à-dire un changement de fond en comble de l'équipe gouvernementale. Parce que les 7 années passées, on reprogramme 7 nouvelles années avec donc une nouvelle politique. Dans le cas du RDPC, il y a eu les grandes ambitions avec un premier ministre, les grandes réalisations avec un premier ministre, et il semble que nous sommes aux grandes opportunités avec donc un premier ministre, un nouveau gouvernement avec 2 nouveaux membres. Cela imposait donc au président de la République, si c'est toujours lui qui fait le remaniement, un remaniement, c'est-à-dire un changement de fond en comble de cette équipe gouvernementale. C'est comme ça que j'ai appris dans les livres de sciences politiques que j'ai modestement lu, même si je ne suis pas professeur agrégé comme quelques personnes qui le claironnent sur les toits. Maintenant, il y a le cas où un gouvernement réorganisation, il s'agit simplement de réorganiser l'équipe gouvernementale avec le même premier ministre. Au Cameroun, vous n'avez fait ni une réorganisation, ni un réaménagement, ni un remaniement. C'est un système albinos qui n'a ni tête ni queue, pardon pour les frères de couleur. C'est un système albinos, d'ailleurs on ne les appelle pas comme ça, c'est un système albinos qui n'a ni tête ni queue. Vous avez changé le premier ministre pour les grandes opportunités avec l'orientation du peuple camerounais. Qui appelle quoi? Qui appelle comme seule et unique préoccupation les secteurs économiques. Ils sont lesquels? En matérialisation, ils sont pour ce qui concerne le gouvernement actuel, le ministère du Plan et le ministère des Finances. Sans doute aussi le ministère de, comment vous appelez l'autre, qui réorganise le service des premiers ministres chargés de l'organisation économique, où était le ministre Montazé à une certaine époque, où est Séraphin Fouga, je crois. Donc, aucun de ces postes n'a suivi de mutation, ni d'hommes, ni de politique. Quand il faut changer les hommes, généralement, on relie les attributions de certains ministères, donc de ces ministères clés qui sont économiques. Ça n'a pas été fait. On n'a donc pas fondamentalement changé la préoccupation première des Camerounais qui est l'économie, la misère du peuple, puisque les mêmes qui se sont rendus coupables de la malpolitique, des grandes ambitions, des grandes réalisations ont été reconduits pour les grandes opportunités. Pensez-vous que ces gens subitement vont devenir très intelligents pour créer subitement des pièges, comme non, pourquoi je parle de pièges, pour créer des solutions, tiens le mot à l'amour, des synergies, pour qu'il y ait de l'eau à Bomban, et pour qu'on réfléchisse qu'à Bafan, il n'y a pas de ministre depuis 15 ans, depuis que Sino est parti, et qu'à Bafoussam, la préoccupation actuelle est que Madame, comment vous l'appelez, Tuente n'est pas originaire de là, et que. Est-ce que cela peut amener dans cette sorte de réflexion collective pour dire que si les gens politiquement ont démissionné, ils ont démissionné également économiquement. Et que des gens qui cotisent encore aujourd'hui le font sous le coup de la menace. Parce que personne ne croit plus à la chose économique et politique au Cameroun. Deuxième chose, pour dire que nous allons vers un système qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue, c'est pourquoi les nomme-t-on? Eh bien, on nomme les ministres aujourd'hui parce que ces ministres font la politique du président Paul Biya. Quelle est la politique du président Paul Biya? C'est la conquête et la préservation du pouvoir. Dès qu'il a acquis le pouvoir, il a en ambition de le préserver. Si dans votre village, vous êtes neuf, si dans votre village, vous avez bien entretenu, vous avez redistribué les primantes,
et que par les services de sécurité, il a écho de ce que vous n'êtes pas très sale avec de grosses guillemets, eh bien vous avez des chances de faire un très long séjour au gouvernement si vous ne gênez pas ces intérêts, ces possibilités de réélection et de préservation du pouvoir. Donc les gens qui sont autour de lui sont essentiellement des griots qui ont dit à longueur de journée, dans tous les médias et autour d'eux, que le président Biya est le plus beau, le plus intelligent et le plus fort. Et qui ont dit que le président Biya a à lui seul eu 80%. Vous avez vu, ils ont commencé à annoncer 80% avant la proclamation des résultats des élections présidentielles pour descendre à 71% pour éviter le ridicule qui se profilait. Donc, ce sont des personnes qui chantent à longueur de journée ses louanges. Cela me ramène à cet homme politique français qui disait que, passé un certain âge, les vieillards aiment qu'on les encense. Ils aiment entendre à longueur de journée des jolies choses sur leur nom. C'est normal, c'est inhérent à un âge. Quand vous avez un âge, vous ne supportez plus la contradiction. C'est sociologique. Et moi, j'ai regardé un peu à Paris, c'est pour cela que généralement on associe la médecine des vieillards à la médecine des enfants. On appelle l'une la pédiatrie, l'autre on l'appelle la gériatrie. C'est-à-dire que tous ils sont très influençables et tous ils sont très sensibles aux compliments. Faites un compliment, même s'il est faux à un enfant, il vous sourit. Faites la même chose à un vieillard, il vous accorde ses faveurs et son cœur. Et donc vous gérez en ses lieux et places, puisqu'il ne peut plus gérer matériellement, pour du moins ce qui concerne la politique. Et donc dans le cas du Cameroun, celui qui a le pouvoir, c'est le roi Biya. C'est le roi Biya dont les roitelets, c'est-à-dire que chacun est un peu un roi dans sa région, dans sa famille, dans son département. Eh bien, si ces gens amènent massivement les avis de quelques autres qui disent que c'est lui le roi éternel, eh bien, ça marche. C'est ce qu'a compris Jean de Dieu Momo. C'est ce qu'il a fait sans détour. Il a dit que le président Biya est beau, c'est le seul homme qu'il faut. C'est ce qu'il a compris le ministre Thilou Mabakari et beaucoup d'autres qui ont dit que le président Biya est subitement devenu très intelligent et très beau et éternellement jeune. Donc, voilà pour les gouvernements qu'il a promus. C'est des gens qui font le culte de sa personne. Vous parlez de Messanga Yandi tout à l'heure. Il ne dit pas qu'il est militant RDPCiste. Il dit qu'il est biaïste. Il dit qu'il est biaïste. Donc, son destin politique est lié à l'homme, le destin politique de l'homme Biya. C'est pour cela qu'il ne fait pas de remaniement quand vous attendez le président Biya. Parce qu'il est embarrassé par des gens de son camp qui ont chanté très fort qu'il est beau et qu'il est intelligent. Il faut caser chacun de ceux-là en étant certain que celui qu'on enlève dira encore plus fort que Biya est beau que celui qu'on va mettre à la place. Et donc les gens se battent pour lui dire qu'il est très beau. Donc c'est parmi ces gens qui disent qu'il est très beau qu'on recrute les gens qui sont chargés de diriger les destins économiques d'un pays en faillite comme le Cameroun. Les critères ne sont donc pas l'intelligence, ils ne sont donc pas la perspicacité, ils ne sont même plus le patriotisme. Ils sont la fidélité servile à un homme. Voilà pour ce qui est de l'analyse politique. Froide, je parlais là d'analyse. Maintenant, quand vous rentrez dans le cadre du RDPC, c'est le même schéma calqué. Vous parliez tout à l'heure de Messanga Yandi qui n'a pas fait carré là-dedans, qui a été comme les autres maltraités au sein du RDPC. Eh bien parce que c'est là-bas à nouveau le parti du président. Relisez les textes. Dans les membres qui entrent au comité central, il y a 30% qui appartiennent à la liste du président. Parce qu'il y a les présidents des sections qui sont invités d'office au congrès. Et le congrès élit les membres du comité central. Donc, quand le Congrès a élu les membres du comité central, il y a 30% de ces membres du comité central qui sont nommés dans la liste du président. Vous voyez où je veux en venir? Mais simplement au Sénat du Cameroun, que le Sénat a 100 personnes, mais que le président Biya en nomme 30. Du coup, s'il y a un débat au Sénat, il ne peut pas y avoir parité. Il est d'office vainqueur au Sénat. Donc, il y va du RDPC comme du Sénat, comme du gouvernement, où il y a un seul homme, qui est en réalité un monarque. Et c'est le président Paul Biya, qui peut, comme vous le savez, recevoir toutes les preuves qu'à la CNP ça va pas, nous sommes allés les lui donner, qu'il les a et qu'il ne fasse rien, qu'il dise
à la CNPS, je n'ai pas besoin de changer, je ne veux pas que les gens croient que la presse et l'opinion publique vont me pousser à changer. Mais si on s'en tient à ce que c'est les peuples qui votent les chefs de l'État, oui, bien sûr que ces chefs de l'État, précisément, doivent s'en tenir à ce que l'opinion publique dit, parce que, en principe, c'est le président du peuple qui doit écouter le peuple. Est-ce que, dites-moi, même si vous n'êtes pas un devin, très sincèrement, très froidement, est-ce que vous voyez tous ces gens qui sont là encore au gouvernement aujourd'hui? Est-ce que l'opinion publique les voyait au gouvernement? Et tout le monde, même parmi les membres du RDPC, disait on attend de voir le remaniement pour voir les différentes orientations. Nous avons été rencontrés, vous et moi, un très haut gradé de notre armée qui se reconnaît là, qui a dit nous on attend seulement de voir les grandes orientations avec le remaniement qui arrive et on saura quelle position prendre. Il faut toujours écouter ce genre d'avis quand on est en sciences politiques. Parce que ce genre d'avis et ce genre de gouvernement dévoilent au moins une chose. Ce n'est pas le président Biya qui a fait ce gouvernement. S'il est toujours le président du peuple et s'il a en préoccupation pardon, les ambitions économiques d'un peuple affamé à l'extrême, humilié par le retrait de la canne parce qu'il n'y a pas l'argent, surendetté même auprès du gouvernement chinois qui refuse désormais de recevoir même seulement des messages écrits de notre gouvernement pour qu'on rééchelonne la dette du Cameroun. Est-ce que vous savez que le ministre du Commerce est en train de faire le tour des pays africains et qu'il n'est pas venu au Cameroun? Donc, voilà de quoi il s'agit. Ce sont donc des gouvernements de M. Biya, sans doute pas faits par lui, mais des gouvernements qui viennent servir la cause du roi Biya. Et cela lui plaît qu'il y ait le maximum de personnes qui chantent ses louanges. Est-ce que ce sont des gouvernements pour les hommes au Cameroun? Non. Dans certaines circonstances, pardon, on peut voir également le règlement de quelques conflits régionaux ou départementaux. C'est le cas de Ketcha-Koutès, par exemple. C'est le cas de Ketcha-Koutès, par exemple. Chacun sait que le chef Banganté est très en colère avec le président du Sénat, M. Yves Marcel. Je souhaite qu'il se porte mieux et que ce ne soit pas le président de la République qui assure son intérim, parce qu'il semble que en cas de décès du chef de l'État, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Je souhaite que ce ne soit pas le président Biya qui assure l'intérim de M. Ignat, tellement sa santé est dite fragile depuis un certain moment. Donc, il y a un problème à Banganté, du fait que M. Ignat, du haut de son pouvoir, décide que le chef Banganté vienne dans sa maison à lui, ce qui n'est pas dans les usages à l'ouest du Cameroun, pour assister à une fête. Eh bien, il n'est pas allé. Et tout le monde qui va voir le chef Banganté est désormais pris en grippe par le monsieur Niad Difendi. Du coup, le département du Ndé a éclaté en deux. Ça fait et madame, bien sûr, et ce qui a tué la parenthèse sportive du Ndé, et madame Koutès, qui est une très proche de madame Biya, on va le dire ici, elle allait rencontrer son ami. Tiens, ça revient à la question qui fait le gouvernement aujourd'hui, pour lui dire je ne serai plus maire. Parce que tout le monde qui est au Cameroun, je vous l'annonce en mille, c'est que le prochain maire de Banganté s'appelle Eric Niat, qui est le fils de Niat Difendi Marcel. Je vous l'annonce avant que cela ne se soit fait. Et donc, quatrième adjoint à la mairie de Banganté. Qui était quatrième adjoint. Donc, le nouveau maire, M. Niat, Eric, qui est donc le fils de M. Niat, également s'aligne dans cette bagarre. Et dans les tractations pour la prochaine nomination, pour la prochaine élection des conseils municipaux, les partisans de Mme Koutès, si devant Ketcha, se sont donc vus exclus de la chose. Elle donc, qui a de bonnes entrées, s'est rendue auprès de son ami et est passée ministre de l'Habitat, ce qui, il me semble-t-il, est une bonne sortie. Il y a donc un règlement de problème là. On a mis le fils de Niat, qui est président du Sénat, maire, il le sera à la mairie, et la chaussure, le caillou à la chaussure, Mme Ketcha, est montée ministre et on a fendu la poire en deux. Il reste qu'un Mwenchou aussi qui était au quartier aujourd'hui. Qui me semble un peu plus proche de Jean de Dieu Momo si on regarde les cursus. Et il y a également le projet au nord-ouest et au sud-ouest. Vous aimiez les tenues de M. Mwenchou? Et ses chaussures, vous les aimiez? Vous n'aimiez pas ses chaussures, n'est-ce pas? Vos chaussures, voyez-vous, sont une image quand on rentre en sociologie
de qu'est-ce que vous êtes réellement. Parce que vos chaussures, ce n'est pas quelqu'un qui vous les achète. Vous allez vous-même au marché les acheter. Et vous les choisissez toujours un peu d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que vous avez un problème avec les bonnes mœurs et les bonnes façons. Enfin, chacun met les chaussures qu'il veut. Il y a donc au nord-ouest et au sud-ouest. Était-il très adroit? Quand nous sommes venus ici, à ce même podium, annoncer qu'il y a une fronde des militaires qui se prépare, qui s'appelle le FAL, le Front des Forces armées libérées, des anglophones libérés, qui disent qu'ils ne peuvent plus aller au front à Bamenda, tuer les leurs, qui disent qu'ils doutent désormais de celui qui coordonne les forces là-bas, qui disent qu'ils veulent parler à visage découvert au secrétaire général et au ministre de la Défense. Eh bien, était-il à droite d'y enlever le premier ministre chef du gouvernement? Du coup, cela confirme que c'est la guerre totale là-bas. Du coup, cela confirme que les propos guerriers du chef d'État vont s'appliquer. Du coup, cela confirme que le Nord-Ouest, s'il se proclame désormais indépendant, sera effectivement un pays indépendant, un territoire indépendant, parce qu'il y a plus grand chose à part la Mineno qui intéresse le pouvoir central de Yaoundé, puisque le Premier ministre appartient désormais au sud-ouest. Et vous savez les propos du maire de Boya, qui a dit à propos de Monseigneur Koumi, un évêque, un cardinal, qu'il aille chez eux à Bamenda, ce qu'il fait là-bas. Donc, voilà là la partition de fait du Cameroun qui s'est dessinée avec ce remaniement. Que dire de ma province d'origine? Eh bien, sans doute qu'il y a des noms que des parents ne choisissent pas à raison. Peut-être que le mien n'est pas spécialement joli de m'avoir appelé Tuile. Fait qu'on m'appelle Tuile, c'est-à-dire que je suis de Bafran, comme le disait à titre d'injure un ponte du gouvernement. Mais c'est pour rire évidemment. Peut-on être académicien sans s'appeler Ouaboubou? Est-ce que vous pensez qu'il y a à l'Académie française un homme qui s'appelle comme cela? Est-ce que vous pensez qu'à la NASA, il y a quelqu'un qui s'appelle comme cela? Eh bien ça, je ferme la parenthèse de l'humour pour dire que rien n'a changé fondamentalement à l'Est et ni dans le Oignon, mon département d'origine, où il n'y a pas de ministre depuis Mathusalem. Je disais ici même qu'à Bomban est la seule ville au Cameroun où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas de délestage, parce que simplement il n'y a pas d'électricité là-bas. Kabomba est la seule ville où il n'y a pas de morgue. C'est un département, un chef de département, qui vote à 100% pour le candidat Biya, soi-disant, parce qu'il n'y a pas la lumière. Il y a certes une jolie morgue, mais il n'y a pas de lumière. Du coup, si vous mourrez dans le Oignon, on va mettre votre corps à Ayos, avec les coûts que chacun sait aujourd'hui de transport dans les routes médiocres qui sont celles de la région de l'Est, une région humiliée, violée, piétinée, ignorée et insultée. Donc, vous avez là un nombre de couacs qu'il y a eu. Il y a le cas du Nord, le Grand Nord, où il semble qu'il y a beaucoup de mécontentement, du moins si je lis les journaux de ce matin, où l'œil du Sahel parle de la répartition du gâteau. Peut-on trouver un terme plus adroit en matière de répartition que dans le Nord qui a voté massivement, qui a fait gagner l'élection à M. Biya, eh bien n'a rien eu en retour, puisque les grands pontes de là-bas qui étaient au régime, on savait que M. Ali avait l'oreille et les confidences de M. Biya, il n'est plus là, et qu'au lieu de quoi, tiens, justement, il y a un autre nom très imprononçable également qui est à la santé. On souhaite que lui soit plus intelligent que celui que j'ai dit tout à l'heure. Mais voyez-vous, il y a, qui est de l'Est évidemment, mais voyez-vous, il y a donc des choses qui sont ressorties. Le seul Sud est resté stable, campé dans ses positions de pouvoir. Parce que plus que jamais, le Sud Boulou et le Sud non-Boulou tiennent l'essentiel du pouvoir au Cameroun. Effectivement, c'est là-dessus que la question que j'allais vous poser. On a constaté que tous les ressortissants, que ce soit les pontes dirigés qui sont du département du Nord, sont devenus ministres d'État, ont été positionnés. Et si vous associez comme potentiel électoral dans le Grand Sud 300 000 votants, et que vous associez cela au résultat de M. Biya aux élections présidentielles en lui acceptant les 71% et les poussières, eh bien cela ne fait même pas les 2% de ce qu'il a eu en termes électoral. Qu'a-t-on récompensé dans le Grand Sud? Rien. Et pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, on a nommé des gens qui s'humilient au maximum pour dire que le prince, non, que le monarque est le plus beau, le plus intelligent et le plus fort.
De telles personnes, voyez-vous, ont malheureusement ceci qu'elles changent rapidement d'opinion. Rappelez-vous du Zaïre. Rappelez-vous du Zaïre, rappelez-vous de ce qu'il y a eu après la fuite de Bokassa. Vous étiez plus jeune. Et rappelez-vous de ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire au départ de Gbagbo. Eh bien, ce sont des personnes qui annonçaient avec une fougue et maestria et qui faisaient des diatribes sur la beauté des présidents dans des régions que j'ai nommées tout à l'heure, qui ont été parmi les plus profondeurs de ces chefs et de leur système. Donc, quel crédit accorder à ces enthousiasmes? Aucun. Simplement, je crois qu'il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu et le temps des hommes. Le temps de Dieu est arrivé. Pour Dieu, 1000 ans sont un jour. Pour les hommes, eh bien, un jour, c'est 1000 ans. J'aimerais vous poser la question qui, avant d'arriver, je voudrais évoquer la constitution camerounaise, qui évoque que le Premier ministre est chef du gouvernement. Et cela implique que c'est lui qui propose l'équipe avec laquelle il va travailler. Mais on est surpris qu'il a été nommé le 4 janvier à 17h. Le reste du gouvernement, du moins quand je dis le reste, il y a déjà une formule, le reste est inchangé, a été nommé à 20h. Est-ce que c'est lui qui a proposé ce gouvernement? Il n'y a pas une dichotomie. Vous avez déjà parmi les malheureux de cette affaire votre consoeur, journaliste Adel Mala, qui semble-t-il venait aux affaires sociales. Vous avez beaucoup d'autres veuves et de veufs de ce régime. Non, voyez-vous, le Premier ministre dans le contexte du Cameroun est le premier des ministres. Il n'est pas le Premier ministre. Dans un contexte comme celui du Cameroun, qui est un problème, qui est un système monolithique, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle en sciences politiques un présidentialisme fort, où le président rassemble l'essentiel des pouvoirs. On dit le chef d'État, chef du gouvernement, chef suprême des forces armées, patron de la magistrature, patron de la... nomme et révoque à tous les emplois civils et militaires. C'est l'article 3. C'est-à-dire que, Paul, tel que vous êtes assis, il décide que vous êtes ministre d'État et vous l'êtes. Sans aucun mérite, parce que vous avez arrêté son attention. Le sien ou celui de quelques membres de son entourage. Chacun sait un certain ministre du plan ici qui a été amené, d'après nos informations, par le fils du chef d'État et qui est toujours, il semble, qui est toujours dans la nomenclature, qui, il semble, aurait même quelques prétentions pour le pouvoir suprême, pourquoi pas. Et donc, un système comme celui-ci n'accorde aucun pouvoir réel au Premier ministre. À peine lui accorde-t-il 500 millions à dépenser par trimestre comme argent de poche, c'est-à-dire que 500 millions par mois, par mois à dépenser en besoin. Et cela vous ramène, il faut toujours lire l'histoire avec des lunettes intellectuelles, ça vous ramène à un monsieur qui s'appelait Achidja Achou Simon, dont l'épouse vient d'être fait directeur général de Cantel, qui était sénateur, donc, qui est sénateur, je crois, qui était PCA de la SNI. Eh bien, M. Simon Achidi a choisi politique Nanjangi. Si vous dites que Bia est beau et vous votez pour lui, il va vous mettre aux affaires. Si vous venez dire qu'il n'est pas beau, même si vous avez raison en proposant que voici ce qu'on peut faire, tel que vous le faites, vous et moi, eh bien, vous ne serez jamais là parce que c'est Nanjangi. Et dans le cas de Nanjangi aujourd'hui, on demande pas ce que vous amenez, mais qui vous êtes? Quelles sont vos positions politiques? Au début de cette émission, quelqu'un nous a appelé ici et a arrêté de parler avec vous, qui est député du régime en place, quand vous lui avez dit « je suis avec Chantal Roger, on va faire un direct », il a dit « aïe, c'est les ennemis que personne ne veut entendre en haut lieu, si on apprend que j'ai parlé avec lui, ce sera difficile ». Voilà la psychose qui règne autour de cette affaire. Des personnes qui n'osent pas approcher celles coupables d'avoir un avis contraire, coupables de dire ceci ou cela. Dans certains pays, on crée ce qu'on appelait des cadres d'études et de réflexion, où on dit, c'est bien, vous avez des positions contraires, mais mettez-vous ensemble et proposez. On a un conseil économique et social. Le conseil économique et social, où vient M. Foundi comme président. Au Cameroun, vous savez qu'il vient président du conseil économique et social, le président du SDF, puisque M. Oshi devait arriver ministre des Transports, ce n'a pas été le cas. Tiens, je l'ai vu à l'Africa Foot comme vice-président, après avoir échoué d'être chef d'État, Dieu bénit ses ambitions politiques. Et donc, le conseil économique et social est quoi? Il n'est rien. Il est une caisse de résonance qui n'apporte rien, qui dit rien,
et qui est budgétivore, c'est tout. De telles institutions servent d'organes pour cadrer, pour gager, pour programmer, pour orienter ces amis politiques qui ont servi, c'est tout. Il y a eu une sorte de petite réflexion avec, vous étiez plus jeune à l'époque, un homme qu'on appelait Jos Blaise Alima. Même M. Ayan-Luc est bien content d'être où il est. Vous savez, avec M. Ayan-Luc, si vous voulez embêter personne dans ses ambitions politiques, il faut suivre ce qu'il fait. Nous avions une telle personnalité à l'Est, M. René Zengele, qui est resté ministre très longtemps, qui dit rien, qui propose rien, qui fait rien. Le président aime bien ce genre de personnes. Vous voyez Amadjouda Adjoudji, vous voyez celui qui était ministre des Pêches et des dossiers animaux, vous voyez, qui a fait 23 ans, qui dit rien, qui fait rien, qui propose rien, qui dérange personne. Eh bien oui, ce genre de personnes sont pérennes au gouvernement, c'est le cas de M. Ayan-Luc et c'est le cas du Conseil économique et social, qui lui a servi de cadre quand même au temps de M. Aïdjo. J'y ai vu un homme de rang et de mérite comme Félix Sabaleko et beaucoup d'autres encore qui ont servi à ce poste stratégique dans les pays économiques du monde entier, en ceci que c'est eux qui fixaient les cadres et des salaires et des orientations. Les orientations, ça veut dire comment est-ce qu'on peut taxer les fonctionnaires cette année. Comment... Donc ce genre de réflexions saines qui apportent du sang neuf sont impulsées par les cadres de là-bas. Allez au Conseil économique et social demain, tiens, il n'y aura personne dans son bureau. Monsieur Chantal Roger, vous avez parlé là tout à l'heure dans votre exposé, l'analyse du choix que porterait le président de la République sur ses collaborateurs. Vous avez parlé des personnes qui font ses louanges, qui font son apologie, mais on se rend compte que depuis des lustres où Pascal Messama Nyamdine Moulo Mayo, il n'a pas eu le président. Je peux vous affirmer que M. Messanga Nyamdine arrivait ministre des Camerounais de l'étranger. Oui, j'ai fini la question. Le chef d'État n'a pas jeté son dévolu sur lui. Mais Jean de Momo, à peine un mois de rendement médiatique où il a assigné et reçu le coup, il est porté ministre délégué à la justice. Quel est le regard que vous portez? Ça veut dire que son Wati, permettez-moi, je veux dire, c'est une expression qu'on utilise également au Cameroun, a beaucoup marché. Monsieur Jean de Dieu Momo a bien appris. Monsieur Jean de Dieu Momo a dit partout que le président Biya était très beau et très intelligent. Le Bandakani l'a également fait, mais ça l'a fait depuis. D'ailleurs, eux le faisaient avec encore un peu plus d'intelligence, Bandakani et Messanga Nyamdine. Non, je pense qu'il y a d'autres créneaux qui ont dû amener, sans doute avait-il un bon parrain, sans doute y a-t-il des personnes qui l'ont intégré dans des cercles qui sont au Cameroun, sont mystiques, je parle au conditionnel évidemment. Vous savez qu'il y a eu ici des choses innommables sur des personnes qui ont dû mettre leur physique à contribution, même pour cela. Je pense à ce gouverneur du Sud qui est mort, qui est décédé d'avoir été brutalisé et d'avoir été abusé physiquement et financièrement. Je pense à des choses qu'il y a eu, qu'on peut à peine dire en public quand on a... donc je veux dire que notre société désormais, qui s'est désintéressée pratiquement de la chose politique, a développé d'autres réflexes que vous et moi ne pouvons pas maîtriser ici. Je parlais tout à l'heure de monsieur Momo. Il me semble que c'est un des ratés de cette affaire, mais il répond au canevas que le président Biya veut. Des gens comme lui qui vont pas l'embêter, qui diront à longueur de journée qu'il est beau et intelligent. Si vous ramenez qu'il remplace numériquement Jean-Pierre Fogui, qui est professeur, qui a agrégé, qui vient de la même Menoir, eh bien la Menoir a perdu au change. Vous comprenez? Si vous voyez qu'il remplace les Kénédonfa, professeur agrégé, la Menoir a perdu au change. Vous comprenez? Et oui, il y a des analystes qui pensent que c'est le type de personnes-là que le président Biya aime voir autour de lui, des gens qui savent assez, qui lui doivent leur nomination et leur survie au gouvernement. Sinon, il n'y a pas de raison logique, ni politique, ni sociale, ni régionale viable pour que M. Jean de Dieu Momo, dont on conteste même l'origine dans la Menoir, arrive ministre représentant de la Menoir. Mais voyez-vous, il sert un régime qu'il a promu, et ce régime sait pourquoi il l'a mis là. Sauf que c'est le peuple, soi-disant, qui a élu le président, et le peuple est en droit d'attendre des choses de ce régime et de ce gouvernement. Qu'est-ce que le peuple peut en attendre? Je réponds par anticipation, rien du tout. D'accord, rien du tout. Vous permettez, je vais lire là un texte
Albert Zonga, qui a publié le 7 janvier, parce que j'ai envie de vous poser une question à la fin de la lecture. Il dit, à 17 ans, il est nommé Premier ministre et est envahi par un nouveau courtisan. Son programme obéit au chef de l'État qui vient de lui faire confiance. Son domicile ne les emplit pas. À 20 ans, il suit la CATV avec ses nombreux amis. Il apprend aussi qu'il vient de proposer un nouveau gouvernement. Non, un aménagement du gouvernement. Le plus camerounais dans tout ça, c'est la formule « le reste sans changement ». Ce reste, c'est près de 50 ministres. Sur proposition de qui sont-ils nommés? 3 mois après le hold-up électoral, la bataille pour le partage du butin a fait rage. Le chef de gang a été mis en minorité et un canon sur la table a de force reconduit ses compères. On lui a expliqué en langage facile que le butin des ordinateurs PB et la casse du siècle qu'en 2019 ont servi à arracher la victoire au peuple que le peuple a donnée à Maurice Kamto. Et que par conséquent, les auteurs les plus vaillants du hold-up méritent une promotion, sinon ils peuvent tout dévoiler. On sait maintenant qui gère l'épicerie Cameroun. Nous devons faire un glissement pour nous libérer. Chat et chez deux clignant l'eau, ces gangsters ne prendront plus ces risques pour une élection quelconque. Les résultats seront publiés avant les scrutins. Un conseil d'anciens à tous ceux du RDPC qui ont parlé mal du gouvernement. Mettez-vous vite à l'abri. Un vent violent va vous balayer. Le Cameroun est au pied du mur. Seule la lutte va le libérer. La répression va s'accentuer. Beaucoup parmi nous pourront périr, mais ça ne vaut pas la peine pour notre beau pays. Soyons des Paul Samba, Oumniobe, Douala Mangabe, Ene Wandi et autres martyrs de l'indépendance. Notre liberté est à ce prix. Il s'agit d'une lutte de résistance pacifique républicaine. Alors là, on comprend dans ce texte que Président Zonga fait une annonce très forte. Il parle là d'une révolution qui est en cours. Est-ce que vous pensez que... Je pense que c'est très courageux de sa part. Je pense qu'une reconversion comme la sienne est à saluer. Je pense que les propos qu'il utilise sont ceux de quelqu'un qui est véritablement arrivé au bout et qui pense qu'il ne peut plus négocier. Il dit que le tout est au bout de la révolution. Quand vous parlez de révolution, ça veut dire un changement violent. Et quand il ajoute pacifique, on ne peut pas dire révolution pacifique, révolution, c'est-à-dire bouleversement, changement total. D'ailleurs, il va plus loin que vous et moi qui parlons de sciences politiques avec détachement. Il dit un chef de gang, il dit le gangstérisme, c'est-à-dire que les autres, et il dit des choses plus graves encore, il dit que l'argent de la canne a servi à financer les élections présidentielles. Et qu'on a récompensé ceux qui ont pillé cet argent, allez maintenant. Évidemment, il y a eu ce genre de propos ici, dans la rue, beaucoup de personnes l'ont pensé, pour dire que non seulement les sociétés d'État ont servi à ça, mais l'argent de la canne a servi à faire... Est-ce que le fait de maintenir ce même gouvernement ne donne pas raison? Il y a des avis, oui, concordants, qui pensent que oui. Et une fois de plus, cela veut dire qu'une saine réflexion est nécessaire au Cameroun. Elle est nécessaire. Il ne faut pas refuser les avis des uns et des autres. Et en cela, il faut continuer à avoir un avis attentif et ne pas démissionner. Parce que ce pays est à nous tous. Voyez-vous, même mort, un monsieur comme Albert Zonga reste un héros. J'ai vu hier, c'était hier qu'on a du côté de Maurice Kamto et des églises à Douala célébré la mémoire de Ernest Wandier qui a été fusillé, assassiné à Bafoussam pour le seul fait qu'il demandait l'indépendance totale. Nous parlions tout à l'heure de la France qui a besoin de Macron, pas de la France. Il y a de bons penseurs en France qui a besoin du pétrole, le pays africain, et qui est obligé de maintenir les chefs d'État en Afrique parce qu'il a besoin de ressources pour se refaire les réserves, celle de Sarkozy étant épuisée, puisque Hollande, la présidence Hollande a été une des plus timides pour ce qui concerne la gestion des choses africaines. Je pense, pour sortir de ce sujet, où vous m'avez suggéré que nous avions un dernier thème, celui de nos frères internautes avec notre frère Bertrand Chapois, que le monde assiste muet et stupéfait à ce qui s'est passé à Yaoundé. Au point qu'on est, avec les autres, obligé de dire tout ça pour ça, tout ça pour ça. Il vous reste en réflexion
que vous n'êtes pas membre de cette forfaiture et que le moment venu, tous ces gens répondront devant l'histoire et devant le peuple. La mémoire de l'histoire, elle retient tout ce que vous faites. Rappelez-vous de cet ambassadeur, de nos amis, qui nous a dit tout ce que vous faites ici est enregistré chez nous. Et que tout ce que vous faites là est su, archivé. Voilà, et après là, il avait dit et archivé. Donc, si vous notez que c'est l'ambassadeur d'un pays parmi les plus grands du monde, eh bien, vous comprenez que cela ne se passera pas sans conséquence. Il y a eu trop de ratés ici, dont certains volontaires. Parmi ces ratés volontaires, il y a ce remaniement. D'accord, il y a ce remaniement. Alors qu'il n'en est pas un, évidemment, mais on appelle ça communément. Oui, je vais avoir une dernière question, juste une dernière, concernant effectivement, est-ce que aujourd'hui, le remaniement ou bien l'aménagement, ou bien le réaménagement, ou la réorganisation, oui. Le thème qui va avec, n'est pas une, je voudrais dire, une manière de dire que c'est M. Biya qui est responsable du retrait de la CAN 2019 au Cameroun? Je réponds oui, malheureusement. Oui, malheureusement. Nous sortons avec ce sujet en ce qui concerne le compte GoFundMe de M. Chantal Roger Tulé. Vous vous souvenez, il y a eu plusieurs mois, 2 mois ma foi, ou 2 mois, qui est le fils de Chantal Roger Tulé qui se trouve encore actuellement dans un état très critique. Je pense qu'il a la vie sauve grâce à Dieu. Et il y a certains Camerounais de la diaspora qui ont décidé de lui faire Western Union. Nous avons, lors du dernier live que nous avons fait ici, évoqué ce doute ou bien cette suspicion. Il s'est agi de quoi? Il s'est agi de quelque chose de simple. La Tribune de l'Est, qui est mon journal, interdit, coupable d'avoir annoncé que le neveu du chef de l'État, M. Mokoulou, bradait la CNPS. Chantal Roger Tulé, 5 procès au tribunal par le neveu du chef de l'État. Tout le personnel mis définitivement en retraite. Les services de quoi, comment on appelle ça, de la mairie qui ont décidé de détruire ma maison, ils ont mis une croix, vous avez publié cela. Et des gens qui ont enlevé mes enfants pour les amener à supermarché d'offres est revenu de là-bas. Celui que vous avez dans votre écran est donc tombé très malade. Il faut du sang, il faut mettre du sang tout le temps. On nous a dit que c'est mystique, on nous a dit que c'est anémie. Mais enfin, cela a ému beaucoup d'entre vous favorablement, qui saviez le tas de dénuement dans lequel je me trouve actuellement. Eh bien, un Camerounais, Bertrand Chapois, s'est donc proposé en nous disant que pour que vous m'aidiez plus durablement, il va créer un compte GoFundMe. Ceux qui résident aux États-Unis. Oui. Ce qui a été fait, et donc, je crois que c'était en fin novembre. Donc, jusqu'à la semaine dernière, nous ne recevions rien de ce que vous avez cotisé pour moi. Vous permettez de passer une précision? Je voulais... Au regard de cela, nous avons saisi l'administration de GoFundMe sans suite. Sans suite, plusieurs fois. C'est toujours le doute. Oui, et cela faisait 2 mois et demi sans que nous n'ayons reçu le moindre copain, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et nous avons donc interpellé ce frère et ami de combat pour lui dire, sans doute est-ce plus difficile ici, mais ce que vous m'avez envoyé était pour sauver une vie. À quoi cela me servira-t-il si cela trouve, pardon de dire ça comme ça, le décès de l'enfant? Eh bien, le frère Chapois n'a plus pris le téléphone et nous a répondu toujours race. Rien à signaler, rien à signaler. Et quand nous avons donc fait le direct qu'on a fait la semaine dernière, beaucoup d'entre vous se sont manifestés au téléphone auprès de moi et auprès de Paul Chouta. Parce que nous avons dit la semaine dernière, renvoyez donc cet argent à ses frères, puisqu'il ne peut pas me servir pour soigner mon gosse, et attendons ce qu'il va advenir de son existence. De toute façon, je suis condamné par le système de Yaoundé, par le système de Paul Biya qui m'a désarmé complètement. Eh bien, subitement, Bertrand a réagi, Bertrand Chapois, ce jour-là, et subitement, ceux qui avaient cotisé ont eu leur argent. Ils nous ont rassurés. Certains. Et nous voulons dire que ceux qui n'ont pas encore reçu leur argent doivent, s'il vous plaît, nous appeler. C'est tellement facile.
si vous voulez aider un frère aujourd'hui au Cameroun, vous qui êtes aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui MoneyGram. Vous faites le MoneyGram dans mon numéro de téléphone. Il est 691 53 70 59, n'est-ce pas? 6 91 53 70 59. 6 91 53 70 59. Et ici chez nous, il y a Western Union, il y a MoneyGram. Avec la carte d'identité, on y va. Et ça ne passe pas par tout ça, que ça fasse 2 mois, que le frère ne nous prenne plus au téléphone et tout ceci. Donc, prière de nous confirmer que l'argent est effectivement rentré dans vos comptes. Et priez, si vous voulez réellement m'aider, de me faire parvenir cela. Par ailleurs, au début de cette émission, nous avons reçu des appels d'un frère de, comment il s'appelle, des États-Unis. Bon, il a requis l'anonymat. Il a requis l'anonymat. Oui, mais qui nous a dit que Serge Petit Voyageur, Serge Petit Voyageur et Jacques Chouanan peuvent valablement créer un compte GoFundMe à partir de l'association de la brigade anti-Sardinat. De la brigade anti-Sardinat dont je suis le président national au Cameroun. Au plus tard, mercredi le 16 janvier, pour recentrer ces aides-là et nous les faire parvenir. Donc il y a 2 façons. Soit Serge Chouanan, la brigade anti-Sardinat, et crée ce compte-là, soit quelqu'un simplement fait un MoneyGram ou... à défaut du compte, parce qu'on nous a fait savoir que le GoFundMe, oui, pour certains qui ne veulent pas se rendre dans un, comment on appelle ça, dans une banque, doivent avoir aux États-Unis, il faut que ce soit un organisme. Voilà. Et que dans cet organisme, c'est la brigade anti-Sardinat qui a une existence officielle aux États-Unis, en France. Donc dès qu'ils vont dire le compte GoFundMe, nous allons le publier. Mais je voudrais, avec la gouverne de ceux qui nous écoutent, faire savoir que j'ai discuté avec Bertrand Tchawa. Voici des liens qu'il m'a fait parvenir, en me faisant savoir que c'est l'argent que GoFundMe a restitué dans les différents comptes. Donc j'aimerais que ceux qui effectivement ont reçu cet argent, leur argent du moins, ça veut dire l'argent qui avait été prévu, cotisé à M. Chantal, a été restitué à chaque membre qui ont cotisé. Voilà les différents GoFundMe que Bertrand Tchawa m'a envoyé, les réactions. Voilà. Bon, je ne sais pas, il m'a envoyé peut-être 5 ou 6. Il y a des personnes qui sont certainement de façon permanente, telle qu'il affichait lui-même. Bon, voilà quelqu'un qui dit, ok, parfait, j'ai reçu mon virement. Si le nouveau compte est ouvert, faites-nous signe. Donc, ceci dit effectivement, Bertrand a raison, que l'argent a été restitué. Il reste à attendre que tous ces gens confirment qu'ils ont reçu. À quoi ça sert un argent qui ne me servira pas pour sauver ce gamin qui est victime lui-même de ce système? Comme moi, vous ai-je jamais sollicité, frère de là-bas? Vous savez l'état de fierté qui est le mien. Vous savez que je suis à bout de le dire ici. Bertrand a donc dit qu'il y avait déjà de vos cotisations pour 1 700 000. Eh bien, j'ai reçu aucun copec de cet argent depuis 2 mois et demi, de sorte que notre colère et nos inquiétudes étaient fondées. C'est vous qui êtes là-bas et qui savez de quoi il s'agit. Qu'ils disent que maintenant, on a ouvert un deuxième compte où il y a encore eu l'argent, on fait donc les enquêtes sur ce deuxième compte-là pour voir, pour nous ici, nous a inquiétés. Alors, un frère qui a demandé l'anonymat tout à l'heure a dit que le compte sera disponible le 16, mercredi le 16, et qu'on vous le fera savoir. Et qu'à travers Serge Petit Voyageur aux États-Unis et Jacques Chouanan, la brigade anti-Sardinat et tous les autres, et Max et tous les autres pourront recentrer. Je voulais permettre, dans la même occasion, dire mon adhésion totale à la grande réunion des anti-Sardinats de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne et des États-Unis qui aura lieu en Allemagne mercredi, le même mercredi, pour dire que c'est vous désormais la lumière là-bas, le combat que vous avez. Oui, rassurez-vous, les enquêtes et les recensements, les adhésions que nous faisons au Cameroun se poursuivent de gonfler la brigade anti-Sardinat.
peut-être faut-il vous dire que ces méthodes de créer un GoFundMe, oui, me semblent tellement compliquées que peut-être serait-ce plus facile d'appeler au numéro que tu as dit que tu le publieras tout à l'heure. En mon nom, moi je m'appelle Tuile Roger dans mon état civil. C'est si facile. Les GoFundMe ont fait qu'on a failli se fâcher de Bertrand, qui est un frère et un ami, qui lui-même est un combattant. C'est un malentendu. Et le fait qu'il nous ait plus pris au tribunal, le fait qu'on n'ait pas reçu cet argent depuis 2 mois que vous l'avez cotisé, qui ont fait qu'il y ait cette dissension dans la compréhension. Oui, Chantal aussi, je voulais faire une précision. Après le live que nous avons effectué, Bertrand a fait une vidéo qu'il m'a fait parvenir. J'ai reçu des appels de plusieurs personnes aux États-Unis, des gens qui ont cotisé, qui m'ont dit, voilà le cas, qu'est-ce qui se passe. J'ai présenté les faits, je leur ai dit, j'aurais souhaité que vous vous constituiez une équipe et que vous saisissiez l'équipe GoFundMe, que l'argent, parce que je peux sortir les mails que moi, Bertrand m'a envoyé, l'adresse que je devais saisir l'équipe de GoFundMe. J'ai saisi pour la première fois, ils ont réagi en disant qu'ils traitent le dossier. Je l'ai relancé, on a même créé... Nous étions ensemble. On a même créé une adresse pour Chantal, on a relancé, GoFundMe n'a plus réagi. On a patienté longtemps, voilà autant de choses qui ont créé la suspicion et le doute à l'égard de Bertrand Tchaoua. Mais j'avoue ici qu'après cela, après notre direct, 2 jours après, des personnes m'ont appelé, ils m'ont envoyé des messages qu'ils ont reçus de GoFundMe en disant que, effectivement, ils ont reçu leur argent qui est revenu. Maintenant, ce qu'on peut déplorer également chez Bertrand, et qui m'a d'ailleurs expliqué que le problème se situait au niveau où il a créé un compte pour Chantal Roger Tuile, il a également créé un compte pour moi. Cela a donc poussé l'équipe de GoFundMe de suspecter il fallait un seul compte voilà. Pour le cas de Tuile. Pourquoi a-t-on créé un au même nom? Au même nom. Donc c'est donc ça qui a créé avec Paul. Voilà, avec donc, Paul Chouta. Sans toutefois incriminer Bertrand qui pense qu'on l'a incriminé, la réaction de Jean Frère est normale. Il faut qu'avouer ici qu'il ne connaît pas les affaires de GoFundMe, c'est une réalité. Il sait qu'avec l'affaire de virement, ça se passe, c'est une question de chiffres. Pour un problème de santé aussi grave que vous ayez cotisé depuis 2 mois et demi et que j'ai rien reçu m'a semblé pour le moins suspect. C'est pour ça moi je pensais c'est si facile. Nous avons nos MoneyGram et nos Western Union ici, même les Orange, je sais pas quoi, c'est si facile. Par ailleurs, ce Bertrand est un frère et un cadet qui est dans les mêmes combats que nous. Cet état de suspicion qui peut avoir des motivations de démobilisation de l'équipe que nous formons désormais sont à décrier, sont à éviter, comme j'ai dit, pour l'avenir. Au-delà de ça, jeudi, non, il a dit mercredi, ce frère-là, que la brigade anti-Sardina, Max et les autres, Serge Petit Voyageur, Jacques Chanouan, se chargeront de le faire. Vous avez nos téléphones de là-bas, on restera à votre écoute, c'est tout. Pour Bertrand, si vous avez reçu, il se trouve que nous lui devons des excuses, on le vérifiera quand vous nous aurez confirmé tous d'avoir reçu cela, même s'il reste compliqué dans ma tête que dès que nous avons fait le direct, vous avez immédiatement reçu vos argents. Pourquoi était-il si compliqué de nous l'envoyer, puisque l'argent a séjourné à GoFundMe qui ne nous prenait plus au téléphone et chez ce frère-là qui ne nous prenait plus non plus au téléphone. Voilà de quoi il s'agit. Par ailleurs, beaucoup d'entre vous en France disent que c'est une façon facile, que ce GoFundMe n'était pas si compliqué. Nous avons aussi le message. Qu'il s'agissait simplement d'un passage d'écriture, que ça ne peut pas durer 2 mois et demi. Voilà. Donc si Bertrand se sent offensé, on lui demande ici pardon, on n'a aucun problème. L'initiative d'ailleurs, nous l'avons allouée, ça ne sert à rien. Effectivement, moi j'avoue que des personnes m'ont confirmé qu'ils ont reçu leur argent. C'est déjà une bonne initiative, mais du moins, le site, des gens veulent faire des MoneyGram ou des Mobile Money, comment on appelle ça, des Western Union. À provision d'avoir reçu déjà tous leurs argents. Au nom Tuile Roger, c'est T-U-I-L-E, Roger. Parce que Chantal, c'était le nom de plume de la tribune de l'Est. Et que chez nous, quand ça vient Chantal Roger, il ne paye pas à la banque. C'est Tuile Roger
qui sont payés puisque ma carte d'identité a cet intitulé. Que dire d'achever par cette nouvelle triste, sinon que voilà l'état de précarité dans lequel nous travaillons, dans lequel nous devons garder la flamme. Je vais couper. En ce qui compte le LETI, c'est pour l'Europe. Nous allons prendre les dispositions parce que nous souhaitons que ça se fasse sous forme avec des organisations. Parce qu'on vous a dit, le GoFundMe pour les États-Unis, d'ici mercredi, on va vous communiquer le lien. Pour le LETI, nous avons discuté avec la brigade anti-sardinat de France. Donc je suis le représentant national. Nous allons également créer un LETI pour nous allons le publier en ligne. Donc, une fois de plus, donc frère, ça ne paie rien en disant à Bertrand que s'il s'est senti vraiment offensé, qu'il sache que la réaction était normale parce qu'il n'y avait pas de communication. Si c'était sa faute de ne plus nous prendre au téléphone, de nous dire ce sera fait le 7 décembre, ce sera fait le 13 décembre, ce sera fait le 20 décembre, et désormais de répondre à tous nos messages RAS, rien à signaler, rien à signaler, et tout le monde à notre place se serait évidemment inquiété ou au moins interrogé. Donc, je proposais qu'avant de... Donc, quelqu'un demande d'épingler le nom, je ne sais pas comment ça se passe. Si vous pouvez nous aider, le nom c'est Tuile, T-U-I-L-E, T-U-I-L-E, Roger. Maintenant, le numéro Orange Money, on va le communiquer. Tuile, Roger. Le numéro Orange Money, c'est 6 91 53 70 59. 6 91 53 70 59. 6 91 53 70 59. C'est tout simple. Moi, je crois. Les GoFund, les LETI sont bien. Si c'est une histoire qui est simple, mais une histoire de santé, il m'a semblé, a suscité la réaction que vous avez parce que le message que j'ai envoyé était un cri de cœur de quelqu'un complètement démembré. Vous avez vu les photos. Oui, c'est Tuile, Roger, tel que vous avez écrit, c'est ça. Voilà, c'est bien là. Anthony, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, avec je suggère qu'on demande pardon à Roger Bertrand. Ça a déjà été fait 3 fois, c'est en partie à cause de sa faute aussi. Voilà, d'accord, super. Donc, nous pensons que nous avons... avec la semaine prochaine, pour ne pas achever par cela, d'autres sujets. Non, ce n'est pas Tuile, il n'y a pas TCH, c'est pas ça. C'est T-U-I-L-E. T-U-I-L-E 2 fois plus Roger. T-U-I-L-E. T-U-I-L-E. Roger, 2 fois. Tuile. T-U-I-L-E. T-U-I-L-E. Bon, chers internautes. La semaine prochaine, on parlera. Non, on a un live, on a dit samedi. Oui, samedi. Pour faire le récapitulatif de tout ceci sur l'état des finances au Cameroun. Oui. L'état réel des finances au Cameroun. La dette envers la France, la dette envers la Banque mondiale, qui est le président de la Banque mondiale a démissionné, la dette envers la Chine et les possibilités de développement qu'on peut imaginer qui sont possibles avec les fonds que nous avons. Un État qui n'a plus de réserve en lingots d'or, l'État pléthorique de l'équipe gouvernementale et surtout les familles budgétivores qui ont aidé à repromouvoir le président Biya comme chef de l'État. Cette fois-là, avec des documents et des analyses de certains diplomates étrangers qui sont d'accord pour pas le nier. Je pense que, sans oublier, on va également revenir sur le cas de l'arrêté. Vous savez qu'il y a 3 enfants d'un ancien directeur de Mungue qui ont été épinglés avec des faux diplômes. Ce n'est pas un cas unique. Qui est DAG à la présidence de la République. Donc nous allons revenir sur ce n'est pas un cas unique, oui, pour le Cameroun. Il y a donc énormément de dossiers pour vous parler. Nous qui vivons de l'intérieur de cela, des réelles préoccupations qui sont du Cameroun, qui sont dans l'économie et qui sont, peut-on programmer un gouvernement des, comment on a dit cela, des opportunités quand on a aussi peu fait cas des hommes qui gèrent l'économie, des prévisions, et quand on a régulièrement menti sur le taux de croissance réel du Cameroun. Voilà de quoi il s'agit. Voilà ce qu'on peut en dire pour le moment. Mais à samedi, certainement,
pour un autre live. D'ici à là, portez-vous bien. Au Bertrand, au revoir. On garde le contact. Vraiment, le malentendu, il ne faudrait pas qu'on s'attaque. Élevé. Il faudrait qu'on continue le combat. On ne doit pas se laisser discret. Je sais très bien que des gens ont voulu instrumentaliser cela parce qu'il faut dire que Bertrand également est membre de la brigade anti-Sardina. Des personnes qui ont voulu ébranler la brigade anti-Sardina ne nous séparerons pas. pas. Bertrand sache que l'on est en famille. Vraiment, le malentendu est arrivé. Il a fallu qu'on fasse ces précisions pour que cela soit levé. Merci encore. Au revoir.